Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente d'abord, je suis Xavier Delphos, astronome à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, et je vais faire le rôle de maître de cérémonie ce soir. D'abord, je vous remercie tous d'être venus ici pour venir entendre Stéphane Udry, qui va nous parler des questions d'exoplanètes, et on aura le temps d'en discuter après dans une séance de questions. Un sujet qui, j'en suis persuadé, continue l'œuvre de décentrement de l'humanité, qui a débuté dès que Copernic a poussé la Terre de centre de l'univers pour le placer comme une planète en orbite autour du Soleil. Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans une situation, dans un contexte qui nous met dans le contexte d'une Terre, dans le contexte d'une forme de vie sur une planète lambda. Mais avant de parler d'exoplanètes, il y a Isabelle Gérard-Potin, vice-présidente de la COMIGEA, représentante de Madame la Présidente Lise Dumazy, qui va nous dire quelques mots. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour la communauté Université Grenoble-Alpes et sa présidente Lise Dumazy, que je représente ce soir, c'est un honneur de vous accueillir et d'ouvrir cette nouvelle conférence d'exception intitulée « À la recherche de planètes extrasolaires » et présentée par Stéphane Udry, directeur de l'Observatoire de Genève. Est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter le cycle conférence d'exception? Pas sûr. Ce cycle, depuis sa création, a permis à près de 10 000 personnes de rencontrer des personnalités scientifiques de haut rang. Il y a eu bien sûr des prix Nobel, mais aussi des artistes primés, des scientifiques internationaux, des penseurs reconnus de notre époque. Parmi ces 10 000 personnes, beaucoup ont pu échanger avec ces personnalités dans un cadre privilégié. Ainsi, la communauté universitaire et scientifique profite à chaque fois de leur présence à Grenoble pour des échanges très riches impliquant enseignants-chercheurs, étudiants et doctorants. En marge de ces conférences, il y a aussi les rencontres avec les lycéens, avec des effectifs raisonnables et qui sont des moments réellement privilégiés. Ces rencontres permettent un véritable échange autour du domaine d'expertise du scientifique accueilli, mais aussi autour du métier, du parcours et du quotidien de ce dernier. D'ailleurs, cher Stéphane Udry, vous avez cet après-midi même rencontré des élèves de terminale du lycée des Eaux Claires. J'ai eu de très bons retours. Et je me réjouis de la curiosité de cette jeunesse, dont certains sont peut-être parmi nous ce soir dans l'amphi. Si notre mission première à l'université est de produire des connaissances et de les enseigner, nous n'oublions pas que c'est aussi notre mission et notre défi de les partager avec le plus grand nombre, de les soumettre à discussion, de susciter le débat. Nous nous attachons également à mettre en avant la richesse et la variété des domaines scientifiques. Ce soir, il s'agit de la planétologie et plus largement des sciences de l'univers. C'est un domaine auquel le grand public est particulièrement sensible. Ces thématiques suscitent la rêverie, l'envie d'exploration, la fascination. Ouvrir les yeux sur l'univers nous fait sentir tout petits et nous oblige à l'humilité. La recherche en astronomie nous interroge sur nos origines, sur la place de l'homme dans l'univers. Elle développe l'imagination et nous permet d'approcher l'infini. La recherche des exoplanètes, qui est le thème de ce soir, nous amène aussi à poser la fameuse question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Cette beauté de la science, nous avons à cœur de la partager. Cette conférence est retransmise en direct comme toutes les précédentes, mais ce soir, c'est un partage un peu particulier, puisque nos collègues du site universitaire de Valence organisent une soirée spéciale et la conférence est diffusée en simultané dans l'amphi Galilée. On aurait difficilement trouvé un nom d'amphi plus adapté à la thématique de ce soir. Nous avons mis en place un dispositif pour que, malgré la distance, ils puissent échanger avec nous. Nous attendons leurs questions ainsi que celles de l'ensemble des internautes. Cette rencontre s'inscrit également dans une autre programmation plus vaste, dénommée « Une saison dans les étoiles », qui, entre septembre 2018 et juillet 2019, a proposé ou proposera à tous les publics près de 80 événements pour mettre à l'honneur les sciences de l'univers. On peut citer simplement les mondes inconnus comme exemple, cette exposition en 3 volets, au Muséum de Grenoble, au Centre de sciences La Casemate et ici même sur notre campus dans le hall muséographique de Lozug. Je vous invite à la visiter, c'est une belle expérience. Bien sûr, les équipes de l'Observatoire de Grenoble sont très impliquées dans cette programmation et nous permettent aujourd'hui de recevoir Stéphane Udry pour évoquer avec vous l'exploration des exoplanètes. Je remercie sincèrement Stéphane Udry d'avoir accepté notre invitation et de compléter notre cycle de rencontres des conférences d'exception. Nous sommes honorés de vous accueillir à Grenoble. Je remercie également les équipes qui travaillent à la réalisation de ces conférences, notamment Hélène Deschamps, chef de projet culture scientifique et technique à la Commu,
C'est toujours un projet collectif auquel tous les établissements de notre communauté contribuent, que ce soit pour la programmation ou la mise en œuvre, le tout avec le soutien du volet rayonnement social et culturel de l'IDEX, Université Grenoble-Alpes. Et enfin, merci à vous tous pour votre présence. Merci à nos amis valentinois et aux internautes de nous suivre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne conférence et une belle rencontre avec Stéphane Udry. Donc ce soir, c'est vraiment un honneur et une joie d'accueillir Stéphane parmi nous. Alors un honneur tout d'abord, car Stéphane est vraiment un chercheur de grande renommée dans ce domaine, une référence du domaine à n'en pas douter. Il joue notamment un rôle essentiel dans le développement de la stratégie européenne sur cette thématique des planètes extrasolaires. Si on essaie de résumer en quelques mots le déroulé de la carrière de Stéphane, Stéphane a débuté sa carrière par des travaux sur la dynamique des galaxies. Il n'était pas encore dans le domaine des exoplanètes à ses débuts, notamment par une thèse en 1992 à Genève, puis par quelques années passées aux États-Unis. Et il est revenu à Genève dans la seconde moitié des années 1990 pour s'intéresser cette fois-ci aux étoiles multiples, aux étoiles binaires, une étoile qui tourne autour d'une autre, en travaillant dans l'équipe de Michel Mayor qui est le découvreur de la première planète extrasolaire en 1995 et également docteur honoris causa de l'université Joseph Fourier avant la fusion avec les autres universités pour faire l'université Grenoble-Alpes. Puis il va s'intéresser aux exoplanètes et il va jouer un rôle crucial dans l'aventure de HARPS notamment, alors un nom qui vous dit encore rien mais qui vous dira peut-être plus de choses à la suite de la conférence de Stéphane vu qu'il en parlera un petit peu. Il prendra par la suite, au milieu des années 2000, la direction de l'équipe qu'a laissé Michel Mayor, donc il prendra la suite de Michel Mayor dans la direction de l'équipe et il deviendra également directeur de l'Observatoire. Il a également créé ou co-créé en 2014 le pôle de recherche national suisse Planète S, qui est un pôle entre Genève, Berne et Zurich, qui est un énorme effort de nos voisins helvètes sur cette thématique pour leur permettre d'établir une stratégie nationale sur la science des planètes en mettant des moyens forts dans cette thématique. Donc Stéphane joue vraiment un rôle crucial en portant ou coportant de très très nombreux projets. Je ne vais pas citer tous les travaux essentiels qu'il a réalisés, la multitude de planètes découvertes par Stéphane qui permettent de mieux comprendre cette famille d'objets dont notre Terre fait partie. Il évoquera certains de ses travaux. Puis je vais arrêter un petit peu pour ne pas le faire trop rougir. Et quelque chose qui l'intéresse particulièrement actuellement, c'est de mettre en commun différentes méthodes d'observation et complémentaires pour avoir une vue complète des systèmes exoplanétaires, mais je pense que tu en parleras un petit peu Stéphane. Et c'est aussi une joie, une grande joie, car les relations entre Grenoble et l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble et l'équipe de Stéphane sont extrêmement proches et fréquentes et fécondes depuis de très longues années. C'est une collaboration qui a débuté dans les années 1980-1990 par Christian Perrier, ancien directeur du laboratoire d'astrophysique de Grenoble, et Michel Mayor à nouveau. Et elle ne s'est jamais arrêtée et s'est constamment amplifiée, repris par de nombreux d'entre nous, et au premier rang desquels, bien sûr, Stéphane. On a de très nombreux chercheurs grenoblois qui ont fait des séjours longs à Genève, thèse, postdoc, thèse en co-tutelle, etc., et vice-versa. Et il y en a plusieurs dans la salle, et ça permet une très très grande proximité entre nos deux instituts. Donc on est ensemble sur de nombreuses aventures, quelques noms un peu barbares, HARPS, SOPHIE, Spirou, NIRPS, Sphère, IRES, etc., etc. Et j'espère bien d'autres dans le futur. Donc c'est surtout une joie, car au-delà d'un collaborateur de très grand renom, Stéphane est un ami pour plusieurs d'entre nous, un ami avec lequel nous partageons plusieurs aventures scientifiques. Voilà, sur ce je vais me taire et lui laisser la parole. Bonjour à tous. Les présentations sont toujours trop élogieuses pour la personne qui les entend. Je vous remercie beaucoup pour ces mots très gentils. Et Xavier, qui a si brillamment évoqué la collaboration historique entre l'Université de Genève, l'Observatoire de Genève et le département d'astronomie de l'université, et le LAOG à l'époque et l'IPAG maintenant, l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, qui ont donné des résultats scientifiques de premier plan. Et donc, c'est vrai que ça fait plusieurs décennies maintenant, et oui, on vieillit tous, que nous collaborons de manière proche. Et dans cette conférence, mon idée était de retracer l'enthousiasme des découvertes de ces nouveaux mondes, donc de ces planètes autour d'autres étoiles, durant ces 25 dernières années, avec une perspective sur ce qui est en train d'arriver maintenant et le futur de ce domaine-là. Et nos collaborateurs de Grenoble ont bien sûr participé activement depuis le début à cette aventure.
aventure qui a commencé, comme il a été dit déjà 2 fois, par la découverte d'une première planète extrasolaire, comme on les appelle, autour d'une autre étoile que le Soleil. Notre point de vue ici est anthropocentrique. Ce qui nous intéresse, ce sont les grandes questions philosophiques, celles de l'existence de la vie ailleurs, entre autres. Et donc, ce sont surtout les étoiles qui nous ressemblent ou qui ressemblent à notre Soleil qui sont d'actualité dans nos recherches. Et cette découverte en 1995 d'une planète un peu comme Jupiter, mais très proche de son étoile, autour de l'étoile 51 de la constellation de Pégase, a marqué vraiment le début d'un nouveau domaine de l'astrophysique moderne. Quelques années auparavant, on avait trouvé des petits corps qui étaient en orbite autour d'une étoile morte. Mais étoile morte, vie, ça n'allait pas très bien ensemble, donc l'effet n'a pas été aussi fort. Mais le fait qu'une étoile similaire à notre Soleil abrite une planète, ça a vraiment été le déclencheur pour un ensemble d'activités qui ne fait que croître depuis 25 ans et qui attire beaucoup la jeune génération de chercheurs actuellement. Donc ce voyage à travers les découvertes et les perspectives futures, on va le faire à travers 4 questions fondamentales, avec toujours cette idée de, à long terme, recherche de la vie ailleurs et peut-être d'une planète jumelle de la Terre. Mais les questions qu'on se pose, elles sont finalement assez simples et fondamentales. C'est pourquoi on le fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on trouve, et puis qu'est-ce qu'on va en faire maintenant. Alors le comment et le quoi va être le sujet de la plus grande partie de la conférence. On finira avec les perspectives futures. J'aimerais commencer par le pourquoi. Et le pourquoi, c'est une question qui nous amène assez loin dans le temps. J'ai l'habitude de dire que l'astronomie est le plus vieux métier du monde, l'autre plus vieux métier du monde, parce que dès que les hommes ont levé la tête, ils ont des instruments de mesure incorporés dans leur corps, les yeux, et donc ils ont commencé à observer ce qu'il y avait autour d'eux, et ils se sont aperçus que tout n'était pas figé. Donc si on regarde le ciel, chaque soir, à la même heure, quand la configuration des étoiles sur le ciel est la même, on s'aperçoit que certains points ne sont pas immobiles. Ils vont se déplacer sur le ciel sur des périodes de plusieurs mois. Ils vont même s'arrêter, repartir dans l'autre sens et repartir encore une fois dans le sens inverse. Et donc, avec la prise de conscience, je dirais la naissance d'un sentiment religieux chez les humains, cette volonté de comprendre les dieux ou l'univers qui les entourait, a fait que ce genre de phénomène a été de plus en plus étudié, jusqu'aux Grecs qui ont donné le nom à ces objets qui bougeaient, d'un ancien mot grec qui voulait dire astre errant. C'était simplement les 5 objets les plus brillants du ciel après le Soleil et la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qui sont les 5 des principales planètes du système solaire. Et donc l'idée, et c'est le début en fait de l'approche scientifique, on fait une observation, on essaie de la comprendre, et ça nous donne une information sur le monde dans lequel on vit et nous-mêmes. Et donc ça nous ramène, et ça a été évoqué tout à l'heure, à des questions philosophiques fondamentales sur nos origines, l'origine de la vie, l'unicité de la vie dans l'univers, est-ce qu'elle existe ailleurs ou non? Et cette question, elle a été bien sûr évoquée très rapidement au niveau de l'Antiquité grecque. Déjà dans les lettres d'Épicure à Hérodote, on trouve la notion de la possibilité de la pluralité des mondes. Les mondes d'eux-mêmes sont en nombre infini, aussi bien ceux qui ressemblent aux nôtres que ceux qui en diffèrent. Les êtres vivants, les plantes et toutes les autres choses visibles pourraient ou non exister dans tel monde et ne le pourraient pas dans tel autre. Donc on sent la puissance intuitive des Grecs, déjà qui touche à la vérité simplement par le pouvoir de la réflexion. Et au cours des années, des siècles, cette question va rester d'actualité. Un autre exemple bien connu est celui de Giordano Bruno au XVIe siècle, qui avait postulé l'infinité de l'univers, qui n'avait pas de bornes, qui n'avait pas de centre, et qui était peuplé d'innombrables soleils, d'innombrables terres,
toutes tournant autour de leur Soleil exactement de la même manière que les 7 planètes autour de notre système. Giordano Bruno était un fervent supporter des théories de Copernic, qui ont été, de l'héliocentrisme de Copernic qui a été évoqué tout à l'heure. Ces visions, non, je ne veux pas dire catholiques, parce que c'est peut-être pas le bon mot, mais ces visions un peu hors de la pensée générale de l'époque lui ont d'ailleurs causé certains ennuis puisqu'il a été brûlé en place publique. Mais quand même, on sent que ces questions de la pluralité des mondes étaient au centre des questions philosophiques. Alors, ça, c'est la curiosité de l'homme qui essaie de comprendre son positionnement dans l'univers, mais il y a aussi l'intelligence de l'homme qui essaie d'expliquer ce qu'il voit. Et le fait est que nous sommes à l'intérieur d'un système planétaire, et déjà au milieu du XVIIIe siècle, après la lunette de Galilée, on pouvait observer les planètes de notre système solaire de manière plus détaillée, et des gens comme Kant et Laplace se sont aperçus que toutes les planètes étaient dans un disque, plus ou moins plat, avaient des orbites, des mouvements circulaires autour du Soleil, et qu'elles tournaient toutes dans le même sens. En fait, la rotation des planètes est aussi toute dans le même sens, à part une exception. Et donc, l'idée était de dire que, probablement, le fait d'avoir ce mouvement commun était une indication que les planètes se formaient dans un processus qui avait formé le Soleil également. Au XXe siècle, quand on a pu commencer à dater les éléments du système solaire, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une simultanéité dans la création du Soleil et des planètes. Donc l'idée d'une formation intimement liée des étoiles et des planètes est apparue à ce moment-là. Dans une version plus moderne de notre conception de la formation des étoiles, maintenant c'est très clair. Les étoiles se forment à partir d'un nuage de gaz. La gravitation va avoir pour effet que toutes les particules vont s'attirer, que le gaz va vouloir s'effondrer sur lui-même. Maintenant, il y a une certaine température, il y a des conditions physiques à l'intérieur du gaz, une agitation des particules qui vont résister à cet effondrement. Et suivant les conditions physiques dans le gaz, on va avoir localement des effondrements possibles. Et par conservation du moment cinétique, c'est la patineuse qui ramène les bras vers elle et qui tourne beaucoup plus vite. Au moment où la matière tombe sur les centres d'effondrement, eh bien, le système va tourner très vite. Et comme il tourne très vite, l'effondrement va se faire le long de l'axe de rotation et donc dans un disque. Donc on a un nuage qui s'effondre dans un disque. Eh bien, ce disque, c'est le lieu privilégié où les planètes vont se former. Donc on a ici, pour illustration, une simulation numérique de l'évolution d'un disque avec formation de planètes. Ça paraît facile, juste comme ça dans l'animation, mais il y a énormément encore de questions scientifiques non résolues qui sont à chaque étape de ce processus. Mais je crois que le processus global est maintenant accepté. Et ça, c'est une vision théorique. À partir de... Il y a quelques dizaines d'années, les instruments d'observation du ciel se sont améliorés, en particulier avec le Hubble Space Telescope, qui a été envoyé dans l'espace. Et donc, on s'est affranchi des limitations de l'atmosphère terrestre pour la qualité des images. Eh bien, on a commencé à pouvoir observer les régions où ces étoiles se forment. Alors, on voit ici, c'est la nébuleuse de l'Aigle, avec des piliers de gaz d'hydrogène neutre, qui sont le lieu du début de la formation stellaire. On voit une sorte de tête de monstre ici, avec le vent des étoiles qui ont déjà été créées, qui souffle les parties moins denses. Et on voit ressortir des sortes de petites cornes, qui sont des endroits denses dans lesquels on pense que les systèmes planétaires sont en formation, les étoiles et leurs systèmes planétaires. Donc typiquement, la taille d'une de ces petites cornes, c'est de l'ordre de la taille d'un système solaire, ou un peu plus grande. On a regardé aussi avec le Space Telescope des nébuleuses, donc des sortes de toiles de gaz qui sont illuminées par des étoiles brillantes derrière, et ça c'est Orion. Et si on zoome à l'intérieur de cette image, on peut compter 7000 lieux de formation d'étoiles. Et comme ces étoiles se forment dans un disque, suivant la théorie,
si on zoome, si j'arrive à... Voilà. Si on zoome à certains endroits où ces étoiles se forment, eh bien, on voit les disques dans lesquels se forment ces étoiles en ombre chinoise. Donc, pour la première fois, on avait observé les disques dans lesquels se formaient ces étoiles. Alors, certains sont vus de face, comme sur cette image, et d'autres sont vus par la tranche. Donc ça a été une première preuve observationnelle, ou en tout cas un premier résultat observationnel qui corroborait cette vision de la formation planétaire, formation stellaire, pardon, formation des étoiles dans des disques. Maintenant, avec un ensemble de 66 antennes installées au nord du Chili, c'est le Atacama Large Millimeter Array, ALMA. Les Européens, les Américains et un consortium asiatique se sont mis ensemble pour développer cette facilité. Et si vous voulez, on étale les antennes pour faire une sorte de grand miroir et on reconstruit une image en utilisant des ordinateurs pour recréer l'image qu'on est en train d'observer. Et ça, c'est une image vraie d'un disque d'une étoile jeune, autour d'une étoile jeune. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ces sillons ici dans le disque qui font penser aux sillons qui sont créés par le processus de formation planétaire au moment où les planètes se forment. Donc la planète grandit et mange la matière qui est dans le disque et crée ces sillons au cours de sa formation. Donc ces deux images sont vraiment très impressionnantes parce que mes amis et collègues théoriciens, quand ils ont vu cette image, ils étaient sûrs que c'était une simulation numérique. Ils ne croyaient pas que c'était une vraie image. Maintenant, les théoriciens sont capables de trouver des explications à toute observation. Les observateurs le savent bien. Et ils ont dit, ouais, mais on n'a pas besoin de planètes. Ça peut être simplement des instabilités qui se développent dans le disque, des sortes d'anneaux qui se développent. Mais cette possibilité tient de moins en moins parce que ALMA travaille maintenant depuis quelques années et commence à construire une bibliothèque d'images de disques de différentes tailles autour de différentes étoiles. Et on voit que les structures qui sont observées sont très variées. Et à partir des instabilités dans le disque, sans faire intervenir une formation planétaire, c'est très difficile de reproduire la variété des disques qui sont observés. Donc les astronomes sont de plus en plus confiants que ce qu'on voit, c'est vraiment le résultat de la formation planétaire. Alors ça, c'est très bien, parce qu'on comprend comment les étoiles se forment. Elles se forment dans un disque, les planètes se forment dans le disque, on sait qu'il y a des étoiles partout, donc il y a des planètes partout. Et ça, c'est très bon pour le business quand on veut découvrir ces planètes. Ça nous amène à la question suivante, c'est, on a ce disque, ça c'est une simulation, hein, faite de gaz, de poussière. Quels sont les processus physiques? Comment on va être capable, à partir de ces cailloux qui se promènent, de former les planètes? Et ça, c'est tout un champ de la recherche. Et notre but, à nous, observateurs qui détectons les candidats planètes extrasolaires, c'est d'amener des contraintes qui vont permettre de dire, ben voilà, ce processus physique, il va finir en une planète qui correspond à ce qu'on observe ou non, et permettre de mieux contraindre ces scénarios de formation. Alors, un aspect qui était très intéressant avant 1995, c'est que si on avait le gaz et les poussières et les cailloux à partir duquel on formait les planètes autour de l'étoile. Proche de l'étoile, il fait très chaud, donc tout ce qui était gaz allait être évaporé, alors que quand on est dans les régions externes, il fait plus froid, il y a de la glace. La glace va servir à faire coller les cailloux entre eux beaucoup plus facilement, et donc on va pouvoir former des grosses planètes massives avec beaucoup de gaz dans les régions externes, alors que dans les régions centrales, on a surtout des silicates qui vont rester, et on va faire des planètes rocheuses. Et c'est exactement le cas du système solaire. Donc avant 1995, on était très contents. On va voir que la réalité nous rattrape de temps en temps avec les premières détections. Donc la question, c'est maintenant, on sait que ces planètes sont là, comment est-ce qu'on va les détecter? Alors les premiers essais, c'était simple, on se dit, on va essayer de les voir. Elles sont plus ou moins proches de leur étoile et on va regarder. Maintenant, les étoiles sont très loin de nous, alors que les planètes sont très proches des étoiles. C'est un peu comme si
On regarde un phare de marine, c'est l'étoile. Alors on est à Grenoble, on le met à Marseille, on prend une lunette, puis on regarde. Est-ce qu'on va avoir une planète qui est comme une luciole qui serait juste au bord du phare? La réponse est non, on est complètement ébloui par la planète. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des méthodes un peu futées pour cacher la lumière de l'étoile et voir les planètes si elles sont assez brillantes, assez loin de leur étoile. Mais c'est surtout des grosses planètes. Et c'est aujourd'hui. En 1995, c'était loin d'être possible. Donc l'approche qui était suivie, et qu'on nomme souvent par méthode indirecte, c'est de regarder l'effet induit par la planète sur l'étoile centrale. Donc vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile. La planète, elle est 1 milliard à 10 milliards de fois moins brillante que l'étoile, on ne la voit pas. Et donc, on va la cacher, si j'arrive. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'étoile qui bouge. Alors, soit on est capable de la voir bouger sur le ciel, c'est ce qu'on appelle les techniques astrométriques, soit on mesure la vitesse de l'étoile qui s'éloigne de nous ou qui va se rapprocher de nous dans son mouvement autour du centre de gravité du système. Et la mesure des vitesses, ça on sait faire. Tout le monde, tous ceux qui ont eu des amendes pour excès de vitesse savent qu'il suffit d'un radar pour être mesuré précisément hors des limites qui sont autorisées par la loi. Donc l'idée, c'est de vraiment mesurer le changement de vitesse qui est induit sur l'étoile par l'effet gravitationnel de la planète. Comme c'est un effet gravitationnel, la modélisation de ce mouvement nous donne accès à la masse de la planète. Plus elle est massive, plus l'effet sera grand, et plus elle est proche de son étoile, plus l'effet sera grand. Maintenant, dans certaines configurations, on peut avoir de la chance, et ces planètes sont dans une configuration qui crée des éclipses. Donc la planète va passer devant l'étoile, et si on suit la lumière de l'étoile, on va s'apercevoir à un certain moment qu'il nous manque un peu de lumière, parce qu'elle a été cachée par la planète. Plus la planète est grande, plus elle va cacher de lumière, donc plus l'effet sera grand. Et donc on peut, à partir de ces mesures, remonter au rayon de la planète. Donc par ces méthodes indirectes, même si on ne voit pas les planètes, on arrive à les peser et à mesurer leur taille. Alors, la première planète qui a été mentionnée tout à l'heure autour de l'étoile 51 Peg, elle a été détectée par la technique des vitesses. Donc, en fonction du temps, on voit la vitesse de l'étoile, ça va un peu vite ici, qui vient vers l'observateur, s'éloigne, vient vers l'observateur, s'éloigne. Et puis, l'effet physique utilisé, c'est l'effet Doppler. Vous avez tous entendu une ambulance ou une voiture de course venir vers vous et s'éloigner, et le son monter ou descendre. Donc, la fréquence de l'onde mesurée dépend de la vitesse de la source, simplement. Et donc, pour nous, ce que ça veut dire, c'est quand l'étoile s'éloigne, elle devient plus rouge. Quand l'étoile vient vers nous, elle devient plus bleue. L'effet est tout petit, donc c'est difficile à mesurer. Mais d'une fois qu'on est capable de le faire, eh bien, on est capable de se rendre compte de l'effet gravitationnel de la planète sur l'étoile. Et c'est comme ça que la première planète autour de 51 Peg a été détectée à l'Observatoire de Haute-Provence, dont on a, avec le télescope de 193 cm du site. Et puis on voit les mesures de vitesse qui varient régulièrement dans le temps. Alors ça a quand même été une surprise, parce que si Jupiter tourne autour du Soleil en 11 ans, cette planète tournait autour de son étoile en 4 jours. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on se met dans un diagramme où on met la distance de la planète à l'étoile, 1, c'est la distance de la Terre au Soleil. Donc on voit Mercure, Mars, la Terre, Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, Saturne, etc. On voit les tailles relatives, donc les planètes externes, c'est les grandes gazeuses. Les planètes internes, c'est là où il fait plus chaud, il y a moins de gaz, donc elles sont rocheuses. Et les théoriciens, très vite, ont dit, ben voilà, il est impossible de faire des planètes qui sont à la fois gazeuses et proches, parce qu'il fait trop chaud. Et il n'y a pas assez de matière. Maintenant, la première planète autour de l'étoile 51 Peg, elle est là. Donc on comprend pourquoi ça a remis un petit peu en cause les certitudes des astronomes ou des planétologues de l'époque. Ensuite, il y en a eu toute une série, et elles sont toutes là.
Alors, elles sont toutes là, pas parce que toutes les planètes sont là, c'est juste parce que c'est plus facile de les détecter quand elles sont là. Plus elles sont proches et massives, plus le signal est grand, et avec la précision des instruments, on arrive à les trouver. Donc, c'est un simple effet de limite de notre capacité de détection. Cela nous a poussé, ces premières réussites à l'Observatoire de Haute-Provence nous a poussé à développer notre propre télescope, qui est un télescope avec un miroir d'1,20 m. Donc c'est un petit télescope qu'un simple institut peut s'offrir, entre guillemets. On l'a installé sur le site de l'ESO. L'ESO, c'est le European Southern Observatory, c'est l'organisme européen qui comprend 16 pays et qui construit des télescopes dans l'hémisphère sud et a développé plusieurs sites d'observation. Et sur un de ces sites, on a notre propre télescope et qui a joué un rôle fondamental pour la détection des planètes géantes dans le début des années 2000. Maintenant, ces planètes, on a vu avec la première, c'est une planète gazeuse, toute proche de son étoile, pas très favorable au développement de la vie, intéressante pour des raisons de compréhension de la formation des systèmes planétaires, parce qu'on sait... C'est pas trop comme... Encore aujourd'hui, on n'est pas sûr de comprendre exactement comment elle se forme. On pense plutôt qu'elle se forme loin, là où il y a de la glace et beaucoup de gaz, et puis qu'elle migre, mais qu'elle s'arrête avant de tomber dans l'étoile. Donc c'est une question intéressante en soi. Mais le temps passant, on a pu aussi détecter des planètes qui étaient plus loin. Il faut simplement attendre que la planète ait fait une fois le tour de l'étoile. Jupiter, c'est 11 ans. Donc après 11 ans, vous avez... potentiellement détecter un Jupiter. Mais comme il y en a partout entre proche de l'étoile et loin, après 10 ans de mesure, on avait quelque chose comme 200 planètes. Mais la grande partie étaient des planètes géantes de type Jupiter. Donc pour trouver des plus petites planètes et faire un pas dans la direction de la détection de planètes rocheuses potentiellement favorables au développement de la vie, eh bien, il fallait améliorer notre capacité de détection. Et c'est là où si on regarde en fonction de la distance de la planète à l'étoile, l'effet qui est induit en vitesse, donc c'est en mètres par seconde, 10 mètres par seconde, c'est 36 km/h. Donc 1 mètre par seconde, c'est un homopas. Donc les premiers instruments étaient capables de trouver des planètes de la masse de Jupiter à différentes distances de son étoile. Mais plus on descend en masse, 5 fois la masse de la Terre ou la masse de la Terre, plus l'effet devient petit et plus c'est difficile. Et ça nous a poussé à développer, quand je dis on, c'est un consortium européen, mais qui était mené par Genève, avec une participation française importante de l'Observatoire de Haute-Provence, du service d'aéronomie, et après, pour l'utilisation de l'instrument, nos collègues de Grenoble ont aussi participé très activement. Ils sont spécialistes des petites étoiles, plutôt que des étoiles comme le Soleil, et cette partie-là a été conduite par les gens de Grenoble. Et Genève était en charge du suivi des étoiles semblables au Soleil, mais on l'a fait en partenariat. Donc Xavier connaît très bien toute l'histoire de HARPS, puisque c'est lui-même qui était responsable de la partie pour les petites étoiles. L'idée ici est de faire un instrument qui est très très stable, et pour qu'il soit stable, on le met dans une grande cuve à vide qu'on ferme, où la pression et la température est contrôlée. Parce que si vous voulez trouver une planète qui a une année de période, vous allez observer la vitesse de l'étoile, vous allez observer la vitesse de l'étoile la semaine suivante, le mois suivant, etc. Et il faut que l'instrument n'ait pas changé pendant ce laps de temps pour que la courbe de variation ait un sens. On mesure toujours une vitesse par rapport à un étalon, à une référence locale dans le laboratoire. Si ça change, la vitesse que vous allez mesurer, elle va être complètement fausse. Et comme on essaie de voir des tout petits signaux, il fallait que l'instrument soit très très stable. Et donc, il y a tout un développement technologique là autour. Et l'instrument a été installé sur le ciel en 2003. Et en 2004, il y a eu la première détection. Et c'est important par rapport à la science qu'on peut faire avec ce genre d'instrument. Donc, on a ici la variation de vitesse. Alors ça, c'est la courbe noire, c'est le modèle, mais les points rouges et bleus étaient des points qui ont été obtenus avec différents instruments dans le monde, en Australie et au Chili. Et on voit l'effet d'une grosse planète. C'était un 2 Jupiter à un peu plus d'une année de période. Donc, on voit très bien l'effet de cette planète-là. Et avec notre nouvel instrument qui s'appelle HARPS,
on a les points verts ici. Donc les points verts suivent bien l'effet attendu par cette planète, mais si on zoome, ce qu'on voit, c'est que les points verts ne sont pas alignés sur une droite, mais qu'il y a un deuxième effet beaucoup plus petit. Et cet effet, il est dû à une planète de 10 fois la masse de la Terre, avec une période de 10 jours. Et c'était la première fois qu'on détectait une planète si légère, grâce à cet instrument. Alors après, pendant 10 ans, on a eu, ou 15 ans maintenant, on a eu plus de 1000 nuits d'observation et on a observé plusieurs centaines d'étoiles. Ce qui a permis... Ah oui, peut-être avant de parler des résultats plus globaux, ce qui est intéressant de voir ici avec une planète de 10 fois la masse de la Terre, on n'en connaît pas dans le système solaire. Pas à cette position-là, parce que 10 jours, c'est à l'intérieur de l'orbite de Mercure, mais on se trouve dans une zone qui est entre les planètes connues du système solaire, les géantes et les rocheuses, et pour lesquelles on n'avait pas de nom. Alors 5 ou 10 fois la masse de la Terre, on les a appelées super-Terres, ou mini-Neptune, suivant qu'il y ait une grande quantité d'atmosphère ou non. Mais ça montre bien qu'on était en train de découvrir une nouvelle catégorie de planètes avec cet instrument. Et c'est un des aspects, c'est cette nouveauté qui était importante. C'est aussi la diversité des propriétés de ces planètes. Certaines sont proches des étoiles, certaines sont loin. On a découvert des systèmes jusqu'à 7 planètes, et avec différents types d'architecture. Et cette diversité, c'est vraiment ce qui sort après 20 ans, 25 ans de travaux dans le domaine des exoplanètes. C'est vraiment un des points les plus importants. Dès que la nature peut faire quelque chose, elle le fait. Et pendant des siècles, on avait énormément étudié un seul système. Ça nous avait donné une vue biaisée, particulière, de ce que sont les systèmes planétaires. Avec la découverte des exoplanètes, on a complètement ouvert notre esprit sur les propriétés possibles de ces systèmes. Et pour maintenant être capable de contraindre alors je ne sais pas si c'est... Oui. Être capable de contraindre les modèles qui vont former ces planètes, il nous faut absolument être capable de reproduire cette diversité. Et pas seulement le système solaire. On doit reproduire le système solaire avec tous les détails connus sur ce système particulier et on doit reproduire la statistique de l'ensemble des systèmes détectés. Alors, une chose qui était... Alors ici, à droite, on voit simplement, en fonction de l'éloignement à l'étoile, la position des planètes dans les systèmes à plusieurs planètes. La taille des points, en quelque sorte, c'est la masse des systèmes. Et on voit la diversité de configuration, avec certaines fois des planètes qui sont très proches une de l'autre. En termes de résultats global aussi, le diagramme qui est ici à gauche montre le nombre ou la fraction de planètes qu'on a en fonction de la masse des planètes. Donc Jupiter est ici, là on est à 10 fois la Terre, et puis la Terre est ici. Mais là on commence à ne plus avoir assez de précision pour vraiment détecter ces planètes, donc ça c'est très incertain. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que le nombre de planètes augmente avec la taille de ces planètes qui diminue. Donc on s'attend à avoir beaucoup plus de petites planètes comme la Terre que ces fameux super-Terres ou mini-Neptune que j'ai mentionné tout à l'heure et qui sont déjà une population dominante par rapport au Jupiter. Et ça a été vraiment un des résultats très très importants de ces 15 dernières années de recherche avec les vitesses radiales. Et en fait, on estime maintenant que près de 50% des étoiles abritent ces super-Terres ou Neptune en orbite autour d'elles, proches souvent de ces étoiles. Et ces planètes-là n'existent pas dans le système solaire et sont les plus nombreuses détectées actuellement. Donc ça remet le système solaire un petit peu en perspective aussi. OK, ça c'est ce que j'ai dit avant. Le but de tous ces travaux, c'est de vraiment, par les propriétés obtenues de ces systèmes, de contraindre des modèles de formation. Alors ici, j'ai des simulations qui ont été faites par nos collègues de l'Université de Berne, qui mettent des embryons de planètes dans le disque, et puis qui introduisent tous les ingrédients physiques en termes de processus physiques qu'il faut pour faire grandir ces planètes, et puis ils regardent comment ces embryons se comportent, comment ils grandissent, mais en plus ils ne restent pas à l'endroit où ils sont, mais ils vont bouger dans le disque simplement par
interaction gravitationnelle entre la planète et le disque. Et si je lance la simulation, on voit ces planètes, alors plus elles montent dans le diagramme, plus elles deviennent massives. Et puis ici, on a la position de la Terre, et puis elles vont soit vers l'étoile, pour être plus proche, soit un peu plus loin. Et puis la couleur nous dit la quantité d'eau qu'elles ont. Donc si elles sont très rouges, elles restent très rocheuses, parce que l'embryon du début était rocheux. Mais s'il y a du bleu qui vient, c'est parce qu'elles étaient assez loin de l'étoile pour qu'il existe de la glace. Et cette glace va participer à la formation de la planète et va être piégée à l'intérieur de la planète et ça va donner de l'eau dans cette planète. Donc on voit une aussi variété de composition qui est produite. Si je mets la Terre, là la Terre elle est à 1 AU. 1 AU c'est la définition de l'unité astronomique, hein, donc distance Terre-Soleil. Et puis là on a une masse terrestre. Donc on voit que les modèles sont capables de reproduire aussi beaucoup de planètes de petite masse. En fait, beaucoup plus de planètes de petite masse que de planètes plus massives. Et c'est ce qu'on avait vu avant, hein. Donc on a cette augmentation de la fraction du nombre de planètes en fonction de la masse qui diminue. Et ce diagramme est rapporté ici avec ce cadre bleu. Et ça, c'est les prédictions des modèles. Donc on voit que ce qu'on observe correspond à la prédiction des modèles. Et ça, c'est très fort parce qu'il y a énormément d'incertitudes dans les modèles. On a beaucoup de paramètres qu'on peut changer. Les observateurs ne croient pas vraiment aux modèles. Mais ce qu'ils obtiennent en termes de distribution de masse de planètes, de combien on a de planètes de masse donnée, eh bien, correspond à ce qu'on trouve dans les observations. Et donc ça, c'était une grande réussite. Maintenant, nos observations s'arrêtent ici. Les modèles prédisent une grande quantité de planètes qui sont encore moins massives de l'ordre de la masse de la Terre. Une masse terrestre, c'est vraiment difficile à détecter pour nous actuellement. Mais pour essayer d'y arriver quand même, eh bien, on a développé la nouvelle génération de spectrographes, de machines qui mesurent la vitesse des étoiles. On a ici juste un film qui montre comment cet instrument est fabriqué en termes d'optique, d'optomécanique, etc. On avait ARPS ici qui était installé sur un télescope de 3,60 m. Ce nouveau spectrographe va être installé, ou a été en fait installé fin de l'année passée, sur les Very Large Telescopes de l'ESO au nord du Chili. Donc 4 télescopes de 1,20 m. Et l'instrument est installé au foyer incohérent, donc peut utiliser la lumière de n'importe lequel de ces 4 télescopes. Vous avez ici une image de l'instrument dans nos laboratoires à Genève au moment où il était assemblé et testé. Ça, c'est la cuve à vide dans laquelle est l'instrument lui-même, parce qu'il faut encore être plus stable que ce qu'on avait fait auparavant. Elle fait 5,70 m sur 3,50 m de haut, je crois, et l'instrument est à l'intérieur. On voit 4 éléments ici qui correspondent à l'arrivée, 4 bras, qui correspondent à l'arrivée de la lumière de chacun des 4 grands télescopes. Et l'instrument peut être utilisé avec n'importe lequel des 4 télescopes ou une combinaison de plusieurs d'entre eux. Et le but de cet instrument, c'est vraiment d'améliorer encore la précision des vitesses mesurées des étoiles pour être capable de détecter des planètes comme la Terre, donc une masse terrestre assez loin de leur étoile, c'est-à-dire à une distance correspondant à la distance Terre-Soleil. Donc c'est le but avoué. L'instrument a été installé. Les observations ont commencé, mais il est encore un peu trop tôt pour donner des premiers résultats. Mais tout fonctionne selon as expected, comme on dit en anglais. Alors là, j'ai passé pas mal de temps à retracer l'aspect historique, surtout au niveau de la mesure des vitesses. Parce que la masse qu'on obtient à partir de ces mesures, c'est quelque chose de fondamental. On en a besoin pour caractériser la planète, on en a besoin pour faire la dynamique du système. On en a même besoin pour caractériser l'atmosphère des planètes, parce que la gravité va être quelque chose d'important dans le climat de la planète aussi. Donc c'est vraiment un élément fondamental. L'autre élément important, c'est le rayon. On avait mentionné au début l'idée que dans les configurations qui étaient favorables, la planète va passer devant l'étoile, cacher une partie de la lumière. Donc on mesure la lumière, hop, elle est cachée, la planète ressort. Et en fin de compte, la
profondeur de ce qu'on appelle le transit, donc l'amplitude de l'effet dépend du rapport des surfaces entre les deux objets. Donc en mesurant cette quantité-là, en connaissant la taille de l'étoile, on peut connaître la taille de la planète. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec cette technique, c'est que si on sait quand il faut regarder, eh bien, on peut le faire très facilement. Ça, c'est un Jupiter qui passe devant son étoile, mesuré dans un garage avec un instrument qui fait un télescope qui fait 10 cm. C'est la mesure historique de la première planète en transit. Maintenant, si en fin de compte, l'incertitude des mesures, toute cette dispersion qu'on voit sur la courbe, vient du fait qu'on traverse l'atmosphère de la Terre au moment de la mesure, et puis que l'instrument n'est peut-être pas optimisé. Si maintenant on construit un satellite pour faire ça, on le met dans l'espace, et puis on fait la même mesure, on va obtenir ça. Donc cette courbe rouge ici, où on voit de manière absolument superbe le passage de la planète devant l'étoile. Alors cette planète, elle est un peu plus grande que Jupiter parce que l'effet attendu de Jupiter qui passe devant le Soleil, ce serait quelque chose de cette profondeur. Un Neptune, c'est beaucoup plus petit, ça fait un effet plus petit, puis une Terre, c'est encore plus petit. Ça nous montre que si on veut détecter avec cette technique une Terre, il faut aller dans l'espace, parce qu'ici, on n'a aucune chance. L'effet sera trop petit. Ce qui a poussé au développement de différents satellites, et la première super-Terre en transit a été observée par le satellite franco-européen COROT, où là on voit la courbe de lumière, donc là la planète qui passe devant son étoile, et cette planète fait 1,7 fois le rayon de la Terre. Juste ça, c'est un transit de Vénus devant le Soleil pour vous donner une idée de l'échelle. Ce qui nous intéresse, c'est le rapport des surfaces. C'est à peu près 1/100 du diamètre, ça fait 10-4 ou 1/10 millième de baisse de luminosité ici. C'est vraiment pour ça qu'il faut être dans l'espace. Et COROT a été pionnier dans ce domaine-là. Cette première détection de super-Terre a été faite en 2009, année du lancement d'un satellite de la NASA qui avait un miroir beaucoup plus grand, donc qui était plus précis, qui s'appelle Kepler, qui est resté 4 ans fixé sur un endroit du ciel pour regarder les planètes passer. Ça veut dire que si votre planète passe devant chaque année, vous aurez 4 événements. Et c'est ce qu'il faut pour être capable de vraiment détecter des tout petits signaux. Et si on reporte dans un diagramme qui donne la distance à l'étoile, ou la période de l'orbite, c'est à peu près la même chose. En jour, donc la Terre, elle est à une année, elle est à peu près ici. Et puis ici, on a la taille des planètes qui ont été détectées. Ici, on a une Terre. On voit une énorme population d'objets qui font ces éclipses et qui ont la taille de la Terre. Et donc, de manière statistique, c'est très impressionnant parce que ça montre l'existence de cette population dont on a parlé avant, qu'on voyait poindre à travers les mesures de vitesse et qui était prédite par les modèles. Là, vraiment, on la détecte. La difficulté, c'est que pour avoir une chance d'avoir un transit, il faut que l'orientation soit favorable. Et statistiquement, pour en détecter une, il faut regarder beaucoup d'étoiles. Et si vous regardez maintenant sur le ciel avec un grand télescope, la zone du ciel que vous regardez n'est pas très grande. Et pour avoir beaucoup d'étoiles, il faut aller les chercher très profondément et donc elles deviennent de plus en plus faibles. Et pour la grande partie de ces étoiles, on ne peut pas mesurer la masse parce que les étoiles sont trop faibles. Donc on n'a pas assez de lumière pour que notre mesure de vitesse permette la détection de ces planètes. Un résultat qui était très intéressant, qui est sorti aussi de la campagne du satellite Kepler, c'est la détection de systèmes où jusqu'à 6 planètes sont en transit devant l'étoile. Donc, comme le système solaire, ces systèmes sont très très coplanaires, très plats. Et en fait, s'il y en a une qui passe devant, on a beaucoup de chances de voir aussi les autres planètes passer devant son étoile. Et en fin de compte, on a une quantité grande, plusieurs centaines de systèmes avec plusieurs planètes dans cette configuration-là qui ont été détectées. Et elles ont été rapportées ici dans un orrery. Je ne me rappelle plus comment on dit ça en français. Orrery. On est biaisé par l'anglais ici. Simplement, c'est une reproduction du mouvement des planètes. La taille
des ronds correspond à la taille des planètes détectées. Et on voit toutes sortes de configurations avec des systèmes très, très, très compacts, des systèmes où on a des très grosses planètes, etc. Et notre rôle maintenant, c'est de regarder tous ces systèmes, peut-être une autre manière de les représenter en fonction de la distance à l'étoile centrale qui serait ici. Si c'était le Soleil, Mercure serait là. Et on voit les ensembles de ces systèmes planétaires ici, et il y en a des centaines. Maintenant, on essaie de comprendre comment l'architecture de ces systèmes se met en place. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les mêmes processus physiques, probablement, qui sont en action pour fabriquer tous ces systèmes. Et donc, ces processus physiques doivent être capables de reproduire cette diversité. Donc, transit, mesure du rayon, vitesse, mesure de la masse, masse sur volume, densité. Donc, si on arrive à avoir ces deux types de mesures sur les mêmes candidats, eh bien, on a accès à la densité moyenne de la planète, toujours sans l'avoir. Donc, on va savoir si elle est rocheuse ou si elle est gazeuse. Et ça va nous aider, si elle est rocheuse, si on essaie de la construire, on fait des modèles, on met un peu de silicate, on met un noyau de fer, etc., eh bien, ça va nous aider à contraindre les ingrédients qu'on va mettre pour construire notre planète. Aussi parce qu'on connaît sa masse, son rayon et donc sa densité. Alors, une autre manière de représenter ce que je viens de dire, c'est de les rapporter dans un diagramme où on met la masse en fonction du rayon. Alors, on a les planètes du système solaire ici, et puis là, on a un éventail, un échantillon de planètes qui ont été détectées par une technique ou par l'autre, mais qui a pu aussi être observées par l'autre, c'est-à-dire on a à la fois la masse et le rayon. Alors, il y a deux choses à noter dans ces résultats-là. Premièrement, c'est la diversité. Pour une masse donnée, ben, on a des rayons qui peuvent être très différents. Ou pour un rayon donné, on peut avoir des masses qui sont très différentes. Ce qui se cache derrière, c'est la densité. On peut avoir des planètes très peu denses, presque complètement gazeuses, et des planètes très très denses, où il y a un énorme noyau de fer et pas d'atmosphère. Le deuxième point à souligner, c'est la taille des incertitudes, de ce qu'on appelle les barres d'erreur. On a rapporté ici des lignes qui correspondent à la position dans le diagramme d'objets qui seraient purement glacés, purement rocheux ou purement fer. Et on voit que la précision des mesures ne nous permet des fois même pas de différencier une boule de fer d'une boule de glace. Donc, pour aller plus loin maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire des meilleures mesures de ce genre de planète. Je rappelle que le satellite Kepler a donné énormément de résultats statistiques, mais que les objets qui étaient mesurés étaient très très faibles. Donc, on n'a pas pu mesurer très précisément la masse. Et c'est vraiment une délimitation. Et donc, le but maintenant, c'est de vraiment être capable de différencier différents types de planètes, hein, celles qui sont petites et très massives, celles qui sont grandes et peu massives, par des mesures précises de masse et de rayon. Et ça, bien sûr, ça va avoir un impact sur la potentielle habitabilité de ces planètes ou non. Si on est dans une planète comme Vénus, avec une grosse atmosphère qui va faire un effet de serre très grand, les températures peuvent exploser. Si on est dans le cas d'une Terre supermassive, le fait d'avoir autant de masse va rendre la tectonique des plaques potentiellement plus difficile, et donc tout va changer tout l'écosystème par rapport à une Terre qui aurait un rayon terrestre et une masse terrestre. Et tout ça, c'est un champ de recherche en soi, l'écologie ou la caractérisation des écosystèmes de ces exoplanètes. Alors, un autre aspect, c'est que le champ de Kepler, il était dans l'hémisphère nord. L'instrument le plus précis que j'ai mentionné jusqu'à maintenant est dans l'hémisphère sud. Donc on ne pouvait même pas observer avec le meilleur instrument les étoiles les plus intéressantes. Et donc on a construit une copie de notre spectrographe HARPS pour l'hémisphère nord qui a été installé aux îles Canaries sur le télescope Galileo, un nom bien choisi aussi, pour observer les cas en transit. Et donc
c'est une autre version simplement du diagramme qui donne la masse de la planète en fonction du rayon, et puis des courbes à différentes compositions chimiques de ces planètes. On avait quelques points là-dedans, et ça fait maintenant 6 ans qu'on travaille pour rajouter des points avec des incertitudes plus petites. Alors là, on est tout content, on se dit, ah ben, on a bien travaillé, on voit apparaître certaines tendances, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on va avoir tendance à mesurer les objets les plus faciles, qu'on va pouvoir faire le mieux possible. Donc les objets qui sont plus denses pour un rayon donné vont être plus lourds. Donc c'est ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on voit ici. On voit la partie dense de tout l'échantillon. Et si on considère les résultats qui permettent d'estimer la masse d'une autre manière qu'en mesurant les vitesses, ben on voit qu'en fin de compte, la population est très différente de celle qu'on a vraiment mesurée. Donc c'est vraiment important pour nous maintenant de faire converger la méthode des transits qui nous permet de mesurer le rayon qui pour le moment est surtout appliquée à des étoiles faibles parce qu'on a besoin d'étoiles en grand nombre, la technique de mesure des vitesses qui nous donne la masse, qui sont surtout sur des étoiles brillantes parce qu'on a besoin de beaucoup de lumière. Et en fait, il y a une toute petite intersection entre les deux. Et donc le but, c'est comment améliorer cette situation-là. Oui, parce que c'est aussi important, parce que si on se restreint au sous-espace qu'on appelle la zone habitable, la zone autour de l'étoile, dans laquelle la température est dans un intervalle adéquat pour l'existence d'eau liquide qu'on pense être nécessaire au développement de la vie, donc une région où la vie pourrait se développer sur ces planètes, ben, il y a quelques candidats. Certains, on n'y croit pas, certains sont probablement faux, mais en fait, ça, c'est la recherche scientifique, c'est normal. Il y a des candidats qui sont dans cette zone-là, on voit la Terre ici au milieu de la zone habitable, qui est indiquée sur ce diagramme en fonction de la température de l'étoile et puis de la quantité d'énergie qui est reçue à la position de la planète. Et ça nous définit une zone où la température doit être bien. Mais aucune de ces candidates qui sont sur ce diagramme n'ont à la fois une mesure de masse et de rayon. Si on regarde dans le système solaire, Mars, Vénus et la Terre sont les 3 dans la zone habitable. Or, une seule a vu le développement de la vie, en tout cas actuellement. Pour Mars, ce n'est pas très clair dans le passé. Mais on voit qu'il y a encore un long chemin entre trouver une planète qui est située au bon endroit par rapport à son étoile, donc favorable potentiellement pour le développement de la vie, et avoir une planète sur laquelle on va détecter des traces de vie. Et donc il n'y en a aucune qui a à la fois une mesure de masse et rayon. Alors c'est plus tout à fait vrai maintenant, dernièrement, pour les très très petites étoiles, on a 1 ou 2 candidats, mais en tout cas pour les étoiles comme le Soleil, il n'y en a aucune. Et donc ce qu'il faut vraiment faire, c'est être capable de avoir une vision claire de la composition des planètes, donc dans un diagramme masse-rayon, donc être capable de diminuer les incertitudes sur chacune des mesures en observant des objets qui sont très brillants. Et on a une batterie, une flottille de satellites qui sont en vol ou en préparation, dont le but est exactement de faire ça. C'est-à-dire refaire des mesures de masse et de rayon, mais pour des objets brillants. Alors, le premier de ces satellites a été lancé l'année passée, au mois de mai, par la NASA. Il s'appelle TESS, c'est le Transit Exoplanet Survey Satellite. Donc on voit ici, ces 4 télescopes, ce sont des lentilles, de 10 cm. Donc c'est tout petit, mais l'idée est de couvrir un grand champ du ciel, parce qu'on veut des étoiles brillantes. Or, si on regarde un tout petit champ, il n'y a pas tellement d'étoiles brillantes, puis il faut aller prendre les étoiles qui sont plus loin dans ce champ-là, et donc plus faibles. On a une image ici pour vous donner une idée de la taille du montage, l'assemblage final et des tests du télescope qui a été lancé. Et chacune des 4 caméras dans le télescope va couvrir un champ sur le ciel qui est très grand. Donc on a nos 4 caméras qui vont être alignées et mesurer une bande sur le ciel. Elle va rester 27 jours dans cette position-là, voir les transits des planètes pendant ces 27 jours, et puis après se déplacer à la bande suivante. Et en une année, couvrir un hémisphère du ciel.
Alors, à certains endroits, on voit que ces bandes vont se recouvrir. Et en particulier, il y a une zone où on observera tout le temps. Mais pour la plus grande partie du ciel, c'est 27 jours. Là où il y a deux bandes qui se superposent, ça va être 2 fois 27, 54 jours. Et on va, comme ça, essayer de détecter des planètes en transit. Et après une année, on tourne le télescope et puis on fait l'autre partie du ciel. Voilà. Alors, dans ces parties du ciel, il y a certaines zones pour lesquelles on va obtenir des points de mesure toutes les 2 minutes. Et puis, chaque demi-heure, toute l'image est descendue. Et le télescope tourne depuis maintenant plusieurs mois. Donc on voit ici l'ensemble des 13 secteurs avec les 4 caméras qui vont être faits en une année. Et aujourd'hui, on est au secteur 9. Donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ont déjà été faits. Et les données commencent à arriver. Donc toute la communauté est en plein travail sur l'analyse de ces données et la mesure de la masse des meilleurs candidats qui sont obtenus de cette manière-là. Ça, c'était des prédictions sur le nombre de planètes qui allaient être trouvées dans chaque catégorie, donc les grandes géantes, les super-terres surtout, et puis comment elles se répartissent sur le ciel. Donc c'est vraiment un satellite qui est important pour le domaine. Les télescopes sont un peu petits, et donc, en fin de compte, il va être efficace pour les périodes courtes, puisqu'on reste seulement 27 jours sur le ciel, mais aussi pour les petites étoiles. Parce que, de nouveau, la profondeur du signal qui va être mesuré, c'est le rapport des surfaces de l'étoile à la planète. Donc, si l'étoile est petite, on va être capable de détecter pour un même signal des planètes qui sont plus petites aussi. Et puis ça, c'est ce qui est attendu en termes de planètes. Ça, c'est le rayon en fonction, de nouveau, de la distance à l'étoile. Mercure, dans le système solaire, est à peu près ici. Donc, on explore encore vraiment les zones centrales. Au niveau suisse, on va lancer, fin de cette année, un satellite qui s'appelle Khéops, qui, lui, ne va pas chercher en regardant une grosse partie du ciel, mais va aller chercher la mesure du transit pour les systèmes qui ont des planètes connues. Alors, soit on a déjà fait un transit, mais la qualité de la mesure n'était pas assez bonne et on veut vraiment avoir des mesures de très, très grande qualité pour avoir une estimation des rayons des planètes très, très bonne. Ou alors, ce sont des planètes qui ont été détectées par la mesure des vitesses, pour lesquelles on a une masse, mais on ne sait pas si elles transitent. Et donc, on va essayer de voir si elles passent également devant leur étoile pour aussi avoir les rayons. C'est simplement une sorte d'appareil photo qui va voler dans l'espace. Il fait 1,30 m de long. C'est à peu près la taille d'une grande table, 280 kg. Et le satellite est fini. Il a été assemblé l'année passée, testé. Tout est en place. On n'attend plus que le lancement entre le 15 octobre et le 15 novembre de cette année. Et en termes de science, c'est un précurseur pour la... Ah oui, avant d'aller à la mission suivante, peut-être juste vous montrer la simulation de toutes les étoiles qui vont être observées par le satellite. Donc on a mis en place une liste d'étoiles avec des planètes connues, soit pour raffiner les mesures, soit pour chercher si elles ont un transit. Et puis le satellite va voler pendant 3 ans et demi, et on voit comment, alors qu'on voit la date qui défile, comment au cours du temps, on va mesurer l'ensemble des étoiles qui ont été prédéfinies en fonction des questions scientifiques qu'on se pose. Donc tout le monde est très excité par les potentialités, parce qu'on va avoir la précision pour vraiment mesurer l'effet d'une Terre qui passe devant le Soleil, ce qui est en une fois, ce qui est difficile pour le satellite TESS qui a été mentionné tout à l'heure. Et l'étape suivante, ce sera de faire sur un grand champ ce que Khéops fait sur une seule étoile. Et ça, c'est Plateau, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne qui va voler en 2026, qui est un ensemble de 26 télescopes. La difficulté, c'est qu'avec un grand télescope, c'est dur de faire un grand champ. Donc l'idée, c'est de prendre des petits télescopes qui ont des grands champs et puis de les multiplier. Et simplement d'additionner la formation observée. Alors, ce n'était pas possible avant, parce que chacune de ces caméras a chacun de ces télescopes a 4 caméras CCD pour enregistrer les données. Et 26 x 4, ça fait
beaucoup, 104. 104 CCD qui sont très grands, qui sont des prototypes qui n'existent encore pas sur le marché et qu'il fallait produire. Et ça a été une des limitations du développement de la mission. Mais la mission maintenant, le design est bien en place. On a ici juste un tout petit film qui montre comment l'intégration est prévue de ces 26 télescopes sur ce qu'on appelle le module. Donc il y a d'abord un véhicule sur lequel on va mettre l'instrument. Et ce véhicule, il est produit par l'Agence spatiale européenne. Il sert à fournir l'électricité et tous les services nécessaires à l'instrument lui-même, qui lui est fabriqué par un consortium de pays membres de l'ESA. Et on voit comment les 26 télescopes vont s'aligner. En fait, il y en a 24 principaux qui sont par groupe de 4. Et on va regarder dans une région du ciel avec 4, et puis chaque groupe de 4 va être un peu décentré par rapport aux autres. On ne va pas être tout à fait dans la même position, ce qui permet d'agrandir le champ. Et là, on a le design final qui a été sélectionné pour le télescope. Ça fait penser un peu à Dark Vador mais comme, en fin de compte, c'est le pouvoir de l'ombre, hein, les transits, c'est le côté obscur de la force. Voilà, et donc le lancement est prévu pour 2026, ce qui va arriver assez vite. On a une idée ici de la taille du champ que Plateau va suivre pendant plusieurs années, en fonction de la taille du champ Kepler, et les champs coraux, c'est un petit carré ici. Pour vous donner une idée de la taille sur le ciel, hein, c'est 200 degrés carrés, 100 degrés carrés pour chacun des deux champs. Donc c'est gigantesque, et l'idée, c'est de pouvoir suivre un nombre grand d'étoiles brillantes. Et les étoiles brillantes, elles ne sont pas toutes au même endroit sur le ciel, donc il faut regarder des champs qui sont très grands. Et après la fin de la mission, on espère avoir une extension qui nous permettrait de faire d'autres champs et ainsi couvrir 50 à 80% du ciel avec cet instrument, qui nous permettra de vraiment précisément mesurer les transits de planètes terrestres en face d'étoiles comme le Soleil, et qui sont à des distances de leur étoile correspondant à la distance Terre-Soleil. Donc l'idée, c'est vraiment de détecter des planètes qui sont des sœurs de la Terre avec cet instrument. Et pourquoi on veut faire ça? C'est parce qu'il y a la question de l'habitabilité de ces planètes. Alors, supposons qu'on en trouve qui correspondent à la Terre, qui sont à la bonne distance de leur Soleil, donc température est bien, potentialité de développement de la vie. Comment est-ce qu'on va savoir si la vie a pu se développer sur cette planète ou non? Eh bien, on va en tout cas essayer d'en avoir une idée par la mesure ou la caractérisation de l'atmosphère de ces planètes. Au moment d'un transit, la lumière de l'étoile va traverser l'atmosphère de la planète au moment de l'éclipse, avant d'arriver à l'observateur. Et les signatures de la composition des éléments chimiques dans l'atmosphère de la planète vont se superposer à la lumière de l'étoile. Alors bien sûr, c'est une toute petite partie de cette lumière. Et donc il faudra être capable de séparer la contribution de l'étoile et de la planète. Et les instruments dont j'ai parlé tout à l'heure, comme Espresso, ou alors au niveau de l'espace, un télescope de 6,50 m qui va être lancé par les Américains en 2021, qui s'appelle le James Webb Space Telescope, devrait permettre, en tout cas pour... on le fait déjà maintenant pour des grosses planètes géantes. Pour faire pour des terres, ça va être très très difficile, mais on peut progresser vers les terres de cette façon-là. Ça, c'était juste pour illustrer ce fait que la lumière passe à travers l'atmosphère de la planète. Et si on regarde dans le spectre à un endroit qui est opaque, parce que l'atmosphère de la planète va l'absorber, typiquement dans les énergies qui correspondent au sodium ou au potassium, ben on va voir la planète plus grande, parce que la lumière ne va pas traverser l'atmosphère. Et donc, au lieu de mesurer un effet typique comme ça, ben on va mesurer un effet plus grand. Et cette différence va nous donner la quantité de cet élément dans l'atmosphère. Donc on sait comment le faire, c'est difficile, l'effet est tout petit. Mais on a déjà détecté pour des planètes géantes de l'eau, du sodium, de l'oxyde de carbone, etc. Donc c'est vraiment une technique qui est en cours, qui marche pour les objets les plus faciles.
et qui va être très difficile pour les objets comme la Terre, pour les planètes comme la Terre, et ça va passer par le développement d'instruments beaucoup plus grands, comme le JWST, le James Webb Space Telescope que j'ai mentionné tout à l'heure, dont on voit la maquette ici, ou alors la construction de télescopes géants au sol, et on a ici une maquette, une vue du ELT, l'Extremely Large Telescope, 39 mètres de diamètre pour le miroir principal, que les Européens sont en train de construire au Chili. Et je dis en train de construire parce que ça, si c'est une vision d'artiste de ce télescope géant, j'ai eu la chance d'être sur le site l'été passé et on voit ici cette partie-là qui est déjà creusée, qui sont les fondations des bâtiments ici. La hauteur ici, c'est 8 mètres pour le bâtiment. Et puis toute la partie centrale sur laquelle il y aura le miroir, le support du miroir, c'est ce qu'on voit là, avec les machines qui étaient en train de creuser. Donc, on est en train de construire ce télescope du futur qui devrait, pour le moment, être disponible à partir de 2026. Mais évidemment, il y a quelques incertitudes liées au développement de projets d'envergure de cette taille. Donc, tout ça, ça sera le support du miroir et le miroir, juste pour vous donner une idée de la taille. Et ça donnera une surface collectrice qui nous permettra d'avoir assez de lumière pour être capable de séparer la contribution de l'étoile et de la planète. Et un instrument qui est la nouvelle génération après Espresso, on a eu ARPS, on a Espresso qui commence maintenant sur les télescopes de 8 mètres. On veut être encore plus précis, il faut plus de lumière, on va aller sur le télescope, les LT, le télescope géant, et on construit déjà, on réfléchit à la construction de l'instrument qui va être nécessaire à la caractérisation des spectres des exoplanètes. Et donc ça, c'est dans les 10 prochaines années. Alors, quel est le lien avec la vie? Ce n'est pas parce qu'on détecte du sodium dans l'atmosphère d'une planète qu'on sait s'il y a de la vie ou pas. Donc il y a un grand champ de recherche actuel qui essaye de définir ce que serait ce qu'on appelle un biotraceur dans l'atmosphère de la planète. Alors pendant très longtemps, en comparant Vénus, Mars et la Terre, et en comparant les spectres, on voyait des traces d'oxyde de carbone, mais pour la Terre, on voit aussi qu'il y a de l'eau et qu'il y a de l'ozone. Et on sait que sur Terre, c'est très difficile de produire de l'oxygène en grande quantité sans avoir de la vie. D'ailleurs, si on supprime la vie sur Terre en quelques millions d'années, l'oxygène va servir à rouiller la croûte terrestre, va être piégé par la croûte terrestre et va disparaître de l'atmosphère. Il faut le reproduire continuellement. Et donc, la présence de gaz carbonique, ça dit, tiens, il y a une atmosphère, d'eau, elle est habitable, et puis d'ozone, elle est habitée dans le sens qu'on a de l'activité biologique. Maintenant, les gens reviennent un peu sur cette vision un peu, je dirais, pas simpliste, mais peut-être anthropocentrique, parce qu'elle est très basée sur la Terre, parce que suivant l'écosystème qui se met en place sur ces exoplanètes, et on a vu la diversité qu'on rencontre au niveau des exoplanètes, on pourrait avoir des mécanismes pour former de l'oxygène en grande quantité qui sont complètement abiotiques. Et donc, c'est plus la combinaison de plusieurs de ces signatures qui va nous dire « Ah oui, là peut-être, il y a de la vie qui se développe ». Mais on sait déjà qu'on aura la possibilité d'aller sonder l'atmosphère en termes de contenu chimique. On sait qu'on va trouver les bons candidats qu'il faudra regarder et on est en train de construire l'instrumentation qui va nous le permettre. Donc maintenant, c'est vraiment au niveau de la théorie, de la mise en place, de la compréhension des écosystèmes que ça se joue. Et puis le but, bien sûr, c'est dans notre zoo d'exoplanètes détectées, c'est de pouvoir dire, ben voilà, là, il y a potentiellement de la vie ou non. Donc c'est vraiment la grande question actuelle qui nous ramène à des questions fondamentales qu'on a vues au début. C'est des questions philosophiques sur le positionnement de l'humain dans l'univers, sur l'unicité de la vie. Est-ce qu'on est seul, est-ce qu'on n'est pas seul? Et qui nous parle et qui résonne en nous très profondément. Et j'aimerais finir avec une phrase d'un poète qui nous dit qu'en fin de compte, quand on aura tout compris, quand on aura tout trouvé, peut-être ce sera le moment de revenir vers nous
et de trouver des réponses à l'intérieur de nous, parce qu'elles ne sont peut-être pas complètement déconnectées de cette quête que nous menons actuellement. Voilà, et je vais m'arrêter ici. Bien bah, merci beaucoup Stéphane pour cette conférence, cette exceptionnelle conférence d'exception, avec beaucoup d'anticipation On peut également. être exceptionnel dans plein de manières différentes. Donc tu as dit tout à l'heure effectivement qu'il y a, durant 1000 ans, l'étude des systèmes planétaires s'est contentée d'étudier un système, nous a donné une vision très biaisée, une vision biaisée qui a été balayée par 20 ans de recherche depuis 1995, je note bien, 95. Mais qu'avec tous les projets qui sont en cours maintenant que tu nous as proposés, je ne sais même pas on a idée d'où on sera dans 20 ans. Mais en tout cas, s'il y a quelques étudiants ici qui sont intéressés par ce genre de domaine, il y a du travail pour les 20 ans à venir sans problème. Donc maintenant, on va pouvoir passer un peu à une séance de questions. Vous avez des questions pour Stéphane. On a un petit peu de temps pour une question de la salle. Alors, on a à la fois des questions de la salle et puis des questions qui ont pu être posées via Internet sur ceux qui regardaient la conférence par YouTube ou ceux qui y ont assisté depuis Valence. Donc, on va peut-être commencer par la salle, s'il y a quelques questions qui se posent ici. Je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle déjà qui se promènent ou... Ok, c'est bon. Oui, bonsoir et vraiment un grand merci pour votre présentation qui est d'exception tout à fait. Alors moi, je suis émerveillé par tout ce que vous avez dit et je m'intéresse aussi à ce qui se passe sur notre planète aujourd'hui. Vous connaissez, pas besoin de vous citer tous les problèmes. Je voudrais savoir comment tout ce que vous faites pourra intervenir auprès des politiques, auprès des humains que nous sommes, pour les faire revenir, aller directement vers votre conclusion. C'est une question difficile. Je pense que, comme toujours, la compréhension des choses nous rend plus sages et plus prudents. Donc, de voir cette diversité, et dans cette diversité, peut-être les conditions particulières qui sont nécessaires pour abriter la vie, et la sensibilité à ces conditions. Le fait de changer un petit quelque chose et de changer complètement l'écosystème, ça doit faire réfléchir les gens. Il y a aussi l'aspect que même si ces mondes sont en grand nombre, s'il y en a potentiellement qui ressemblent aux nôtres, ils sont loin. Et en tout cas, en l'état actuel de la science, ça paraît assez utopique de vouloir émigrer dans ces contrées-là. Donc on a intérêt à sauver notre propre planète plutôt que de vouloir aller voir sous d'autres cieux. Mais comment convaincre les politiques, c'est difficile parce que, sans penser à personne, mais comme on dit, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. D'autres questions dans l'assistance? Je ne vois pas forcément en haut, hein, donc s'il y a du monde qui peut balayer avec le micro. Bonjour. Je suis un petit peu déçu par le côté ensuite. Donc, vous avez annoncé quand même qu'il y a un ensuite. Donc, nous, on se donne du mal depuis, je sais pas, des dizaines d'années, on va dire, pour chercher la vie, que ça soit exoplanète, comme Xavier et comme vous le faites aussi, mais aussi dans notre système solaire, Mars, etc., les satellites de Jupiter et d'autres planètes. Donc, bon, et après, ça nous pend au nez, c'est pas loin, on l'espère. Mais il faut aussi travailler sur ce qu'on fera après. Je crois qu'il y a une conférence qui va se pencher sur ces aspects-là, au mois de juin, non ? Alors, au mois de juin, on organise un workshop sur Grenoble sur justement la question de l'impact sociétal de la recherche des planètes extrasolaires. Merci d'en parler. Donc certains sont intéressés, l'annonce va bientôt arriver, sur se poser la question effectivement de quel impact ça peut avoir réellement sur la société et de ceux qui sont posés la question. Ouais, mais je pense que c'est une question fondamentale qui est encore peu adressée. Mais disons, on a des priorités dans les investissements qu'on fait actuellement. On doit d'abord construire les instruments, mener les projets. Ça n'empêche pas d'autres de réfléchir à l'impact sur la société. Mais le fait de détecter, pour moi, le fait de détecter de la vie ailleurs que sur Terre va avoir un impact profond sur la société.
Parce que même si on comprend les choses, quand les choses arrivent, ça fait beaucoup plus appel, je dirais, à notre intelligence émotionnelle. Et là, on la contrôle beaucoup moins. Et de nouveau, c'est une opinion personnelle, mais je suis sûr que l'impact sur la société va être très grand. Et ça pourra peut-être aider en lien avec la première question, d'ailleurs. Alors, on va maintenant passer à une question de Valence, puis je vous donnerai la parole après. Donc, sur Valence, c'est une question à propos des planètes autour des pulsars. Bonsoir, quelle était l'étoile morte et ses planètes? Qui les a découvertes? Ok, donc déjà, on peut juste parler de la manière dont elles ont été découvertes. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons. C'est le reste après l'explosion ou la fin de la vie d'une étoile. Et le cœur se contracte pour former un objet qui est extrêmement dense et qui tourne très vite sur lui-même, jusqu'à plusieurs milliers de fois par seconde. Et ce sont les horloges les plus régulières connues dans l'univers. Et maintenant, donc elles émettent 1000 fois par seconde un pulse qu'on va être capable de mesurer. Maintenant, s'il y a une planète autour de l'étoile, de la même façon que pour n'importe quel système binaire, eh bien, l'étoile va bouger par rapport à nous et ces pulses vont arriver avec un petit peu d'avance ou un peu de retard. Et comme on est capable de mesurer très très précisément le temps, on arrive à détecter les effets perturbateurs d'objets en orbite qui ont la taille de la masse de la Lune et de la Terre. Et donc il y a un pulsar dont je ne me souviens pas le nom parce que c'est des longs chiffres, autour duquel 3 objets ont été détectés, 2 de la masse de la Terre et 1 de la masse de la Lune, je crois. Et ça a été fait en 1992 par un collègue qui est aux États-Unis, mais d'origine polonaise, Alex Wolszczan, et qui suivait justement l'évolution de ces pulsars. Maintenant, l'effet pour la question qui nous intéresse est quand même important, parce qu'au moment où l'étoile finit sa vie et le centre se contracte, on pense qu'il y a formation de ce qu'on appelle un disque d'accrétion autour de l'objet. Donc la matière qui va retomber sur cet objet qui tourne très vite va aussi le faire à travers un disque. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on est capable de reformer, ou que la nature est capable de reformer des planètes. Et donc ça montre que les processus qui amènent à l'agglomération de ce matériel dans un disque en un objet unique, qui est une planète, bien que ces processus-là sont mis en place assez facilement. C'est comme ça qu'on l'a compris. Après, en termes de travaux à faire sur ces planètes et autres, c'est quand même beaucoup moins porteur que des objets qui sont autour d'étoiles proches pour lesquels on peut faire toutes sortes d'analyses. Alors, je crois qu'il y avait une question par là. On descendra après. Merci. Bonsoir. Bon, alors, je ne suis pas du tout expert en biologie ni quoi que ce soit, mais je me dis... plus, hein. Je me dis que là, a priori, on se base sur une comparaison avec notre propre système pour la recherche de la vie. Oui. Mais comme on a vu qu'il y avait une grande diversité de planètes, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres formes de vie qui n'usent pas des mêmes propriétés que nous? Et donc, l'observation à travers de l'atmosphère et les atomes qu'on pourrait en avoir pourrait ne pas du tout traduire la présence de la vie, ou alors l'observation de planètes pourrait traduire de la vie alors qu'on ne pourrait pas forcément bien l'interpréter. Je pense qu'il est très difficile d'exclure l'existence de vie plus exotique, qui serait basée sur d'autres éléments chimiques. Mais est-ce que c'est notre intérêt de la chercher, cette forme de vie-là? Si on part de postulats simples, on sait qu'une étoile se forme, les planètes se forment au même moment que l'étoile. Nous savons aussi que tous les éléments chimiques se forment dans les étoiles par fusion nucléaire, que les plus abondants sont le carbone, l'azote, l'oxygène, tous les éléments constitutifs du vivant. Si les lois de la physique, les lois de la chimie sont les mêmes partout, donc c'est assez simple de se dire, si les conditions sont réunies, on va avoir le même type de processus. Ça ne veut pas dire que le produit fini sera exactement la même chose, mais on a ce qu'on appelle des convergences. Si on met 2 éléments ensemble, on aura 7 réactions chimiques si le solvant, qui est l'eau, est disponible aussi. Donc si les conditions sont réunies, il y a une évolution qui va se faire dans une direction qui est bien connue par les lois de la physique et de la chimie. Après, il y a les contingences, l'aspect aléatoire. Est-ce qu'on va rencontrer assez souvent ces conditions-là ? Et ça, on ne sait pas vraiment. Donc, c'est à ces questions qu'on essaie de répondre. Mais on a ces 2 aspects, un aspect aléatoire et un aspect déterministe. Et puis, est-ce qu'un l'emporte?
C'est peu probable qu'il reste en équilibre. Hein. La réponse, ça sera oui ou non. C'est si les éléments de convergence l'emportent, il doit y avoir de la vie à beaucoup d'endroits ailleurs. Si c'est l'aléatoire qui domine, alors il y a très peu de chances qu'il y ait de la vie ailleurs. Maintenant, on connaît, je sais pas, des centaines de milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, il y a 200 milliards d'étoiles. Elles sont toutes formées de la même façon. Le nombre de réalisations possibles est énorme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie forcément sur une planète autour de l'étoile la plus proche de chez nous. Il y avait d'autres questions par là tout à l'heure? Merci pour la présentation, c'était superbe. Aujourd'hui, on base toutes les techniques de détection sur le fait que les planètes ne produisent pas leur propre énergie, ou réfléchie du Soleil. Aujourd'hui, on connaît les phénomènes qui sont produits à travers le vent solaire et l'influence des étoiles sur leur planète. Oui. Et donc, on pourrait penser à détecter les planètes, et plus particulièrement celles qui se trouvent dans les zones habitables, de par ces influences-là, de par la lumière dégagée par les phénomènes type que les aurores polaires ou les phénomènes auroraux. Est-ce que c'est un champ de recherche qui est envisageable principalement pour ces planètes-là? Oui, qui est envisagé et mis en œuvre, oui, tout à fait. Pour la des gens à Grenoble qui cherchent des signatures de comètes, par exemple, parce qu'au moment de la formation du système, on a toutes sortes d'événements, des impacts entre des corps étendus. On sait que la Lune, probablement, s'est formée par la collision entre la Terre et quelque chose comme Mercure. Il y a eu un bombardement de comètes. On pense aussi qu'une partie de l'eau qui est sur Terre a été amenée par des comètes. Donc on peut aller chercher des signatures temporaires sur d'événements particuliers qui arrivent. Ça, c'est fait. Maintenant, on utilise aussi l'énergie émise directement par les planètes pour les détecter. J'en ai peu parlé, ou très très rapidement au début, quand on fait de l'imagerie directe, on essaie de voir, alors on va cacher la lumière de l'étoile, on essaie de voir la planète à côté. Alors, il y a deux composantes dans la lumière qu'on voit de la planète. Il y a la lumière réfléchie de l'étoile, qui vient vers nous, et puis il y a la lumière émise directement, de manière thermique, par la planète. Et cette lumière, elle domine quand on est dans l'infrarouge. Et donc, beaucoup des recherches de planètes par imagerie directe dans l'infrarouge voient directement la lumière émise par la planète. Mais pour le moment, ça se cantonne à la détection d'objets qui sont massifs. Mais ceux-là, ils sont vraiment importants parce qu'ils sont massifs et dans les régions externes des systèmes. Donc, pour comprendre les mécanismes de formation et l'établissement de l'architecture des systèmes planétaires, ces travaux sont fondamentaux. Maintenant, pour la recherche de la vie, c'est plus l'effet perturbateur qu'ils peuvent avoir qui pourrait être intéressant. Mais c'est la compréhension complète du système qui, à la fin, amènera la réponse. Donc, il faut vraiment qu'on pousse dans toutes les directions parce qu'on a dit 4000 planètes, mais sur ces 4000, il y en a 3000 qui sont les mêmes. Donc la diversité, elle doit être couverte. On doit avoir pour chaque sous-boîte de diversité de propriétés, on doit avoir assez d'éléments pour pouvoir contraindre la formation. Et c'est loin d'être le cas. C'est pour ça qu'on doit encore travailler. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais une question par rapport à la formation des planètes. On a vu qu'au départ, on a quand même détecté pas mal de systèmes à une seule planète et que par la suite, on a pu en détecter avec 6, 7 planètes. Par rapport au disque de gaz qui est formé autour de l'étoile au départ, est-ce qu'on a quelque sorte de... Par exemple, une distribution du nombre de planètes qu'on pourrait avoir par rapport au disque de gaz qu'on a à la base? Ou alors on n'en a aucune idée et c'est plutôt assez aléatoire? Alors, les modèles que j'ai montrés où on voyait la planète grandir et bouger dans le disque, qui étaient des simulations numériques de nos collègues de Berne, essaient d'explorer toutes les possibilités. Donc on regarde quelles sont les propriétés des disques, et puis après on choisit aléatoirement certaines des propriétés pour une réalisation, puis on le fait des milliers de fois. Comme ça, on couvre tout le champ des possibles. Donc oui, c'est fait de ce côté-là. Maintenant, je voulais dire quelque chose par rapport au début de la question, mais je ne m'en souviens plus. Ah oui. Au début, on a surtout trouvé des systèmes avec une seule planète parce qu'on était seulement capable de détecter les planètes massives et proches. Maintenant, quand on a déjà une planète massive assez proche, pour que le système soit stable, on ne peut pas vraiment mettre une autre planète massive proche. Il faut la mettre plus loin. Et plus loin, ça fait vite des mois, des années. C'est aussi pour ça. Ce qui n'est pas le cas pour les systèmes de petites planètes, parce que
quand les planètes se forment dans le disque à partir des cailloux qui se promènent et du gaz, on va commencer à former des objets de plus en plus gros, et plus ils grandissent, moins il y en aura, en quelque sorte. Et puis ça dépend où le processus s'arrête. Mais soit les surveys de transit comme Kepler, soit les mesures par vitesse radiale, ont trouvé ce qu'on appelle des systèmes compacts. Donc elles ont plusieurs planètes, mais elles sont vraiment très proches de l'étoile. On a des systèmes avec 5 planètes à moins de 20 jours de période. Donc la période de Mercure autour du Soleil, c'est 80 jours. Donc on en met 5 qui sont plus grosses que la Terre et qui sont toutes proches de l'étoile. Et ces configurations peuvent exister parce qu'il y a des aspects dynamiques de résonance, des choses comme ça. Donc cette diversité, elle est vraiment étonnante. Bien. Je crois qu'on a une question du côté de Valence. Oui, on a une question de Rémi Piedria. Est-il possible de retrouver le sens de révolution des exoplanètes? Et si oui, quelle est la proportion de systèmes tournant dans le sens anti-horaire? C'est tout un champ de recherche aussi. Au moment où la planète passe devant son étoile, au moment d'une éclipse, l'étoile tourne, on va cacher une partie de la lumière de l'étoile qui vient vers nous, puis quand elle traverse, une partie de l'étoile qui s'éloigne de nous. Et ça va influencer la mesure des vitesses qu'on faisait, puisque la mesure de la vitesse, c'est vraiment l'éloignement de tout le système par rapport à l'observateur. Et donc ça va déformer notre courbe de vitesse au moment où la planète passe devant. Et en modélisant ça, on arrive à savoir si l'orbite est rétrograde ou prograde, et puis si elle est équatoriale, donc si elle passe bien au milieu de l'étoile, ou bien si, par rapport à l'axe de rotation de l'étoile, ou alors si elle est complètement mise alignée. Et en fait, ça a été une des grosses surprises de ce qui a été trouvé, c'est qu'on a une fraction de systèmes non alignés. Donc même si le système, il y a plusieurs planètes coplanaires, l'axe de rotation de l'étoile n'est pas perpendiculaire au plan des planètes, mais il peut être complètement différent. Et évidemment, ça peut être un signe important par rapport au processus de formation des planètes. Mais il n'y a pas de consensus encore. C'est vraiment, on accumule ce genre de données pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et on peut avoir plusieurs types de formations planétaires différents qui donnent des populations de planètes différentes. Et puis nous, on met tout ça dans un même sac. Pour le moment. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut être capable maintenant, à travers cette population qui a été découverte, de voir si on a des sous-groupes qui ont des propriétés bien définies et qui pourraient avoir des processus de formation différents ou d'évolution. Parce que la formation, pour nous, c'est les planètes qui grandissent dans le disque. Après, quand il n'y a plus de matériel dans le disque, elles ne peuvent plus grandir. Mais après, pendant 1 milliard d'années ou quelques milliards d'années, le système va évoluer. Et peut-être des planètes peuvent éjecter, etc. Il y a tout un ensemble de processus évolutifs qui peuvent être responsables de l'architecture finale qu'on voit actuellement. D'autres questions, éventuellement du fond de la salle? Bonsoir. J'imagine que votre travail est centré beaucoup autour de l'étude des chiffres, d'équations, etc. Et pourtant, j'étais frappé par votre présentation qui est remplie d'images, de synthèses, etc., qui nous permet de nous plonger un peu dans votre univers. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous voulez travailler stimuler votre imaginaire de l'espace, dans quoi est-ce que vous vous plongez? Quelle œuvre, peut-être musicale, peut-être graphique, peut-être textuelle? Voilà. C'est une question très intéressante en fin de compte. Je peux répondre pour ma jeunesse, mais maintenant on n'a plus le temps de faire autre chose que de la science. Non, je plaisante. Tout ce qui nourrit l'imaginaire est bon. Et je dirais même que ce qui nous manque le plus en tant que professionnels, c'est du temps pour s'embêter. Parce que le processus artistique et le processus scientifique, ces deux approches ne sont pas si différentes que ça. Hein. On cherche la créativité, on cherche à comprendre, à faire passer un message aussi, des fois. Et donc, il y a maintenant des gens qui se penchent sur la compréhension de l'émergence de la créativité. Et de manière assez générale, quand on discute entre collègues, le fait d'aller se promener et de vider son esprit est souvent bien plus productif en termes de créativité que de se plonger dans des documents scientifiques. Donc je dirais tout ce qui fait du bien à l'esprit est utile. Et après, ça dépend des aspirations de chacun. Je connais beaucoup de musiciens parmi les astronomes, par exemple. Et je suis persuadé que ça aide, c'est ça que je voulais dire.
D'autres questions? C'est dur. On voit pas les... Je pense à là-haut. Oui, alors on a vu ici. On a vu qu'on pouvait détecter des planètes grâce à l'effet Doppler, ou avec les planètes qui passent devant leurs étoiles. Mais du coup, est-ce qu'on sera jamais capable de détecter les planètes qui tournent de façon perpendiculaire par rapport à notre champ de vision? Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On les détecte par la mesure des vitesses, du changement de vitesse de l'étoile. Ce qu'on n'arrivera pas à faire, c'est mesurer leur rayon. Ce que je veux dire, c'est une étoile, enfin une planète qui tourne face à nous, enfin qui ne passera jamais devant son étoile. Ok, alors si elle est assez loin et l'étoile pas trop loin de nous, on peut essayer de la voir directement avec les instruments du futur. En agrandissant les télescopes, on augmente notre pouvoir de résolution. Donc pour les objets proches, les étoiles proches, on espère, dans un futur pas trop loin, pouvoir faire des images directes de ces planètes. Maintenant, il y aura toujours des planètes qui vont échapper à la détection. On peut toujours trouver des configurations non favorables. Donc le census complet est très difficile. C'est pour ça qu'une partie de notre travail, c'est à partir des cas qui ont été détectés, c'est d'estimer par des simulations ce qu'on a manqué, pour remonter à ce qu'on pense être les vraies distributions. Une autre question dans la salle? Il y en avait une, nous ici. Alors il y a un point que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. La première planète qui a été découverte, elle était donc massive et en même temps proche de son étoile. C'est un Jupiter qui est à quelques rayons de son étoile. Mais comment c'est possible? Elle ne devrait pas se disloquer avec la force gravitationnelle ou alors être éjectée? Première question qui a été posée, c'est est-ce qu'elle ne s'évapore pas? Parce que la température à la surface est de l'ordre de 1500 degrés. Et si on fait les calculs, c'est pour travaux d'étudiants troisième année, on voit que non. Donc elle est un peu à la limite, mais elle tient le coup. Ça a été la première question. Après, les effets de marée, non, là, je pense que ça va parce qu'on est dans un puits de potentiel fort de l'étoile. Il n'y a pas de souci de stabilité, non. Tout a été testé. En fait, la signature de l'existence de la planète a été obtenue à peu près une année avant l'annonce. Et pendant une année, il a fallu attendre que l'étoile revienne dans la nuit pour confirmer les mesures, mais a aussi été utilisée à éliminer toutes les autres explications possibles. Parce qu'une chose qui n'a pas du tout été mentionnée ici, c'est que quand on fait des mesures, il se trouve assez souvent des configurations qui donnent le même résultat observationnel, mais qui n'est pas du tout expliqué de la même façon. Et c'est ce qu'on appelle les faux positifs. Donc la mesure est positive, mais l'explication est fausse. Et donc il faut faire très attention à ça. Alors, il nous reste quelques minutes pour quelques questions. On va passer sur Valence ou Internet avant de revenir dans la salle. Oui, une question de Bernard de Valence. La méthode des lentilles gravitationnelles donne-t-elle des résultats intéressants? Oui, alors on ne pouvait pas passer toutes les méthodes en revue ici. Alors, pour expliquer ce que c'est, on sait depuis Einstein et la relativité générale qu'une masse déforme l'univers autour d'elle. Et donc un rayon lumineux qui va passer près d'une masse, il va être dévié. Et donc si je suis l'étoile, si on a une lentille qui est là, un rayon qui partait dans cette direction-là, il va être courbé et puis il va revenir vers l'observateur. Donc si on suit une étoile, au moment où un objet brillant du fond, au moment où une lentille, un objet qu'on ne voit pas mais qui passe devant, il va courber la lumière, ça va faire un effet de lentille et on va voir la luminosité de l'objet du fond augmenter. Alors, on le fait si c'est une étoile qui passe devant, on peut le modéliser et c'est des phénomènes qui durent des semaines ou un mois. Si maintenant cette étoile elle a une planète, la planète va faire le même effet mais beaucoup plus petit, beaucoup plus court. Et donc ça nous permet de dire, tiens, il y avait une planète autour de la lentille. Et on peut remonter aux paramètres physiques de la planète comme la masse. Maintenant, on ne peut pas reproduire cet événement. C'est juste un événement fortuit qui va se présenter une fois de temps en temps. Et on suit des millions d'étoiles pour en voir.
Par contre, on est très sensible aux planètes qui sont loin. Et donc, ça nous donne une idée de la statistique d'existence des planètes qui sont assez loin des étoiles. Et avec certains satellites qui vont être lancés maintenant, on aura une information sur ces planètes lointaines par la méthode des lentilles jusqu'à des terres dans la zone habitable. Donc, on vient du côté des grandes distances vers l'étoile et en descendant en masse, mais pour des événements qui ne sont utiles que statistiquement. Mais c'est très utile. Donc on sonde une autre partie des systèmes planétaires. Alors il y avait une question par là. Si, vous passer. Oui, bonjour. C'est pour essayer de calculer l'extrapolation du nombre de planètes qu'il y a autour du Soleil. Toutes celles qui sont observées, je pense qu'elles sont observées dans notre galaxie, qui est quand même... même une toute petite partie qui est plus ou moins plane. Et donc, est-ce qu'on arrive quand même à extrapoler toutes les directions possibles ou est-ce qu'on sait à peu près comment sont Non, les mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait une statistique locale et puis on dit c'est la même chose ailleurs. Donc on peut arriver à un nombre de planètes par étoile et qui est plus grand que 1 pour les étoiles comme le Soleil et surtout les plus petites étoiles. C'est des travaux qui ont été faits ici à Grenoble, par exemple, qui ont montré ça. Donc plus on avance, plus on est persuadé qu'elles sont partout, ces planètes. Maintenant, il faut être capable d'aller plus loin, d'aller à l'étape suivante. Donc, il faut choisir les systèmes qui nous permettent vraiment d'aller plus loin dans notre analyse. Mais on n'a plus aucun doute sur l'ubiquité des planètes dans les galaxies et dans l'univers. Parce que, de nouveau, en supposant que l'hypothèse correcte est que les lois de la physique soient les mêmes partout. Alors, il reste du temps pour une ou deux questions. S'il y a une question dans la salle avant de passer... on va dire 2 questions dans la salle, puis après on passera sur Valence et on va peut-être s'arrêter après. Plus philosophique, la pensée présocratique était la première à envisager la pluralité de la vie. Ouais. Kant disait à son époque, en étant persuadé de son raisonnement, qu'un jour on verrait naître sur Jupiter la vie lorsque son principe de formation serait terminé, son processus de formation. On a longtemps vécu à des époques où la philosophie était en avance sur la science dans l'imaginaire. Aujourd'hui, c'était même la même chose. Les philosophes étaient les scientifiques de l'époque. Oui, bien sûr. Mais l'imaginaire philosophique était bien loin de dépendre du raisonnement scientifique. Par rapport aux connaissances qu'on avait à l'époque, enfin du moins c'est une pensée. Aujourd'hui, on est à un point où la pensée scientifique fournit énormément l'imaginaire philosophique. Est-ce qu'on n'arrive pas à un point de convergence entre les deux principes de réflexion qui nous amènerait à penser différemment la venue de ces nouvelles découvertes? Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est un espoir en tout cas. Parce que je pense que les deux se nourrissent à l'autre et que c'est important. C'est important. Un aspect qui est peut-être un peu biaisé dans tout ça, c'est très clair que l'Antiquité grecque a lancé les fondements de la société moderne dans laquelle on est et des principes scientifiques aussi. Par contre, on a tendance à se souvenir que des prédictions qui étaient correctes. Il y avait aussi d'autres genres de théories qui n'ont pas résisté à l'effet de l'âge. Donc, il faut se méfier un peu de cet effet. Par contre, le fait d'inclure une pensée philosophique dans la recherche scientifique, je pense que c'est important. Et il y a des rapprochements à travers la sociologie, à travers la théologie, qui s'amorcent maintenant. Et peut-être que ce domaine des exoplanètes et de la recherche de la vie est un domaine qui est spécialement bien situé pour permettre ce rapprochement. Il y a une question derrière. Bonsoir. Alors déjà, merci pour cette conférence. Du coup, ce qui ressort de tout ça, c'est cette impression d'entente internationale, dans une idée de repousser toujours plus loin la frontière de la connaissance et de l'observation. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette recherche d'avoir envie de repousser cette frontière aille moins vite que la vision des frontières sur Terre? Et du coup, les instabilités politiques des endroits où vous installez vos observatoires risquent peut-être
de créer un frein à cette recherche? C'est une question fondamentale quand on cherche un endroit pour installer un télescope. Le télescope de 40 mètres dont j'ai parlé tout à l'heure, le coût du développement c'est de l'ordre de 1,2 milliard. Et donc les Européens ne vont pas se lancer dans une aventure comme ça sans avoir certains gages de stabilité. On a la chance d'avoir les meilleurs sites au monde dans des zones qui sont sans trop de turbulences. Certains bons sites ont été, pour le moment, pas abandonnés, mais laissés en réserve pour des raisons politiques. Donc oui, et c'est vrai que c'est une excellente question, et surtout, on ne contrôle pas la politique. Par exemple, il y a des problèmes de retard de la construction de grands télescopes, simplement parce que le Venezuela, vu les problèmes qui sont rencontrés maintenant, n'a pas payé ce qu'il devait à l'entreprise principale de terrassement. Et tout ça, ça peut induire un retard. Alors, on n'en est pas au stade où ça peut tuer un projet. Mais c'est un facteur dont il faut tenir compte. Et puis, l'autre facteur qui peut devenir plus préoccupant, c'est le changement climatique. On voit que pendant des années, 10 ans, on fait des mesures pendant des mois et des années sur un site pour mesurer sa qualité. On choisit le meilleur site pour investir. Et puis maintenant qu'on est en opération, il n'est plus aussi bon que durant les mesures. Ça arrive aussi. Mais pour le moment, on n'est pas encore dans des situations catastrophiques. Je crois qu'il y avait des questions du côté d'abord de Valence, puis on montera après du côté de Valence ou Internet, je ne sais pas. Donc là, c'est une question d'Internet, d'Alain. Jusqu'à quelle distance est-on capable de détecter une exoplanète réellement semblable à la Terre autour d'une étoile relativement semblable au Soleil? Alors, ça dépend de la technique qui est utilisée. Je dirais, pour mesurer la vitesse, ce n'est pas du tout dépendant de la distance, où la dépendance est seulement en termes de quantité de photons qu'on obtient, de lumière. Donc, pour voir des objets plus loin, plus faibles, il faut prendre un télescope plus grand. Mais il n'y a pas de limite sur la technique. Même chose pour les éclipses. C'est le rapport entre les deux surfaces des objets qui va donner l'amplitude du signal. Donc, du moment qu'on a assez de lumière qui arrive jusque chez nous pour que la précision des mesures soit bonne, il n'y a pas de limite. Maintenant, est-ce que c'est vraiment utile d'aller détecter des planètes autour d'objets qui sont très loin et très faibles? Surtout si on pense que les mécanismes de formation, les systèmes rencontrés seront les mêmes que ceux qui sont autour des étoiles proches de nous. Donc on va d'abord avec le plus facile, je dirais. Nous avons une question d'un géologue martien au fond de la salle. Non, c'est une question d'exoplanètes, mais pas autour d'étoiles. Il y a quelques années, il y avait une annonce d'une occultation fortuite qui avait été découverte, qui n'avait pas été capable d'être liée à un système d'exoplanètes. Et on avait dit, c'est peut-être des planètes errantes qui ne sont plus liées à des étoiles. Alors, j'en ai pas entendu reparler depuis. Qu'en est-il? Alors, il y a plusieurs aspects à ça. C'est sûr que au moment où on forme un système planétaire, si on forme beaucoup ou plusieurs planètes assez massives qui vont interagir entre elles, il y en a qui peuvent être éjectées. Donc ça, c'est clairement une possibilité. On a parlé des détections par micro-lentilles, où la lentille était une étoile qui passait devant un objet du fond et puis faisait l'effet de lentille gravitationnelle. Ça peut tout à fait être une planète aussi. Et il semblerait qu'il y ait des cas aussi détectés. Après, ça reste des cas isolés. Avant d'en faire une règle, il faut consolider la statistique. Mais ça fait partie des questions que les gens se posent. Et on a aussi découvert dans les 20 dernières années, parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça, mais des objets qui sont trop grands pour être des planètes, mais trop petits pour être des étoiles. On les appelle des naines brunes. Et la première a été détectée en 1995 également, par imagerie. Et ces objets-là, quand maintenant on essaie de les trouver comme objets seuls aussi dans la galaxie, on s'aperçoit qu'il y a toute une distribution en masse et qui va très bas, jusque dans le domaine des planètes. Donc ce n'est pas très clair si c'est des étoiles avortées, simplement parce que les réactions nucléaires ne s'allument pas au moment de l'effondrement du nuage parce qu'il n'y a pas assez de masse, et puis qu'on peut former quand même des sortes de grumeaux qui peuvent avoir des masses très petites, jusqu'aux planètes, ou alors si c'est des objets éjectés. Ça fait partie des questions ouvertes actuelles.
Mais le spécialiste est debout à côté de moi. Donc... on a aussi un spécialiste des planètes errantes dans la salle, donc Eric, si tu veux. Alors on me dit juste, Stéphane, que tu n'es plus dans la lumière et qu'on ne voit plus sur la vidéo. C'était voulu pour plus être ébloui. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Hop. Il y a quelqu'un qui a le micro. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, la nature de vos travaux, donc, c'est de rechercher éventuellement dans des zones de vie, enfin tout au moins des zones de confort pour des planètes, la présence de vie liée à la chimie du carbone, par exemple. Est-ce que ça fait sens avec ce qu'on peut appeler sur Terre l'ufologie, ou est-ce que la recherche peut s'intéresser et faire une sorte de binôme entre les deux? Oui, je crois qu'on essaie de promouvoir une recherche où on avance pas à pas en direction de la connaissance, en construisant sur ce qu'on a appris. Maintenant, faire le pas qui est très grand d'aller rechercher une intelligence autre, pourquoi pas, mais c'est difficile. On ne sait déjà pas comment la vie s'est développée sur Terre. L'émergence de la conscience, c'est une question qui va encore beaucoup plus loin, où la philosophie va probablement aussi entrer. Est-ce que c'est un processus naturel ou non, ce genre de choses. Donc Michel Mayor, qui a été cité plusieurs fois, quand on lui posait cette question, il disait « Si vous voulez gagner de l'argent, vous pouvez aller travailler tous les jours et puis recevoir un salaire, ou bien vous pouvez jouer à la loterie. » Pour moi, la recherche d'une intelligence déjà développée, c'est un peu jouer à la loterie en l'état des connaissances actuelles. Parce que les convergences qui font que la vie se développe vont aussi probablement jouer, et puis les aspects aléatoires aussi d'ailleurs, pour l'étape suivante qui est l'émergence de la conscience. Et donc c'est probablement encore plus dur d'arriver à ce stade d'évolution, même si c'est un stade d'évolution naturelle. Et donc la probabilité de trouver est encore plus petite. Donc allons petit à petit. On essaie déjà, et on y arrive gentiment, à trouver les endroits où la vie pourrait se développer. On n'a encore aucune idée si vraiment elle s'est développée. Donc répondons déjà à cette question, et puis après, ça n'empêche pas de combiner un peu les deux des fois. Parce que il y a les programmes qui s'appellent SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, écoutent les extraterrestres et essayent de reconnaître dans les signaux qui sont perçus s'il y a un côté artificiel ou intelligent. Mais ça, c'est des recherches qui se mènent de concert avec des mesures dans le domaine radio des étoiles, des systèmes planétaires, avec l'analyse du signal et d'essayer de le caractériser en termes de contenu intelligent. Il y a des travaux qui se font sur les méthodes de communication des animaux, par exemple, etc. Donc il y a plein de sciences intéressantes qui se font là autour. Donc il suffit pas, l'idée n'est pas de tout jeter directement. Simplement, en termes de chances de succès, j'y crois assez moyennement. D'autres questions? Donc, il y en a une derrière, tout au fond de la salle. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir sur quelque chose par rapport au télescope qui scrute notamment le ciel, et notamment celui qui observe le ciel dans 13 zones, qui restent environ 25 jours sur une certaine zone. 27, ouais. 27. Ne risque-t-on pas de manquer une multitude de planètes de cette manière-là qui recèlent des informations essentielles sur la recherche des exoplanètes, justement? Mais bien sûr, s'il y a des planètes partout, toutes les étoiles qui ne sont pas observées vont être manquées. En plus, dès que les périodes sont plus loin, comme la Terre met une année pour tourner autour du Soleil, si on regarde que 27 jours, il faut avoir de la chance pour regarder juste au moment où la Terre passerait devant son étoile. Donc oui, bien sûr. Et tout ce qu'on manque, on essaye de l'estimer par des simulations numériques. Comme ça, à partir de ce qu'on découvre, on peut remonter à la distribution vraie, aux propriétés vraies des planètes. Mais évidemment, ça passe par certaines hypothèses. Et ça fait partie du débat scientifique du domaine. Une question tout là-haut aussi. Merci.
Alors vous parliez tout à l'heure de la difficulté de trouver un endroit stratégique où installer un télescope. Il n'y a pas très longtemps, les Chinois ont posé un objet sur la face cachée de la Lune. Et je crois avoir entendu que potentiellement ça pouvait être un endroit bien pour mettre un télescope. Est-ce que c'est une hypothèse farfelue, lâchée un peu sous le coup de l'émotion, ou est-ce que c'est un vrai projet? Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on est capable d'imaginer dans des délais raisonnables un projet de cette envergure? Alors c'est un vrai projet, bien sûr, mais au même titre que plusieurs autres. Et ces projets-là coûtent énormément d'argent, et donc après c'est une question de priorité, de convaincre la communauté que c'est ça qu'il faut faire. Et je pense qu'on n'en est pas à ce stade-là pour le projet de télescope sur la Lune. Parce que le coût est encore exorbitant, surtout maintenant, disons, il faudrait développer quand même tout un concept de transport de matériel, de vie sur place. Alors, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui construisent des maisons en utilisant la poussière lunaire. J'ai même vu des imprimantes 3D, mais ça c'était pour Mars, mais c'est la même problématique, qui utilisent le matériel local pour imprimer des zones d'habitation. Donc, il y a toute une recherche là autour. Maintenant, c'est qu'une question de coût et de priorité. Le télescope spatial James Webb, que j'ai montré là, qui part en 2021, va coûter finalement de l'ordre de 7 à 8 milliards de dollars, pour donner une idée de ce que peut coûter déjà juste un grand télescope qu'on met dans une fusée et qu'on déploie. Donc si maintenant il faut aller sur la Lune et puis construire un grand télescope, c'est en dizaines de milliards que ça va coûter. Alors, on va presque arriver au bout du temps qui nous a imparti, puis après, il faudra laisser Stéphane se reposer aussi. On va peut-être poser une dernière question du côté de Valence ou d'Internet. Donc, c'est Franck sur Internet qui se pose justement une question sur le poids apporté aux différents choix scientifiques. Quelle est la proportion du temps passé à observer les exoplanètes par rapport au temps total des observations de l'espace à l'échelle mondiale? Je ne connais pas la réponse précise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire ce genre de statistiques par type de télescope. Par exemple, pour faire des vitesses, j'ai montré notre télescope suisse installé au Chili, qui est un télescope d'1,20 m qui a été financé par un institut et qui a permis de trouver, je sais pas, quelque chose comme 80 exoplanètes au moment où c'était le début, et donc avec une énorme visibilité qui est en collaboration actuellement avec les programmes de transit pour mesurer la masse, donc qui est encore très très actif. Et pour ce télescope-là, c'est 2/3 du temps. Maintenant, si on regarde les télescopes VLT, c'est probablement plus près ou plus petit que 10%, 5-10%, je dirais, à vue de nez. Il y a un télescope infrarouge américain spatial qui s'appelle Spitzer, qui a été lancé et qui a été développé et lancé pour une science qui était tout autre. Et en fait, les résultats les plus visibles de ce télescope ont été faits avec les transits d'exoplanètes. Donc c'est difficile de prédire, c'est difficile de compter, je ne sais pas en fait quels sont les chiffres précis. Mais ce qui est sûr, c'est que la communauté exoplanète est en train de grandir, prend de plus en plus de force politique. J'ai mentionné 3 missions spatiales pour les exoplanètes, après Corot qui a été la mission française européenne, et après Kepler. Donc on a 5 missions spatiales sur les exoplanètes pour mesurer des transits qui auront été lancées dans l'espace de 15 ans ou 20 ans. Et ça, c'est énorme. Parce que le poids politique qu'il faut pour arriver à convaincre les gens de financer une mission spatiale, c'est grand quand même. Elles sont toutes en 100 millions et 700 millions d'euros en termes de coût. Donc, ce n'est pas négligeable. Bien, je crois que ça nous ouvre encore de belles perspectives. Je pense qu'on peut encore remercier sincèrement Stéphane. Merci beaucoup Stéphane. Et merci à tous d'être venus et donc rendez-vous bientôt pour une prochaine conférence d'exception. Au revoir.